Ouais, c'est parti. Bon, eh bien, bonjour la France, comme je dis à chaque fois. Aujourd'hui, l'honneur, le privilège d'interviewer Jess Luden. Jess Luden, c'est un champion MMA, un cascadeur. Il a boxé pour King of the Cage, UFC. Il a boxé en Pancras, une pointure. Quand on voit sa tête, on a compris que quand il parle, il ne fait pas de la danse. Tu es d'accord avec moi, Jess, je pense. Donc, c'est vraiment, je te remercie parce qu'on est samedi. Je te remercie de passer ce temps avec moi, sachant que je suis sûr que tu es occupé. J'adore le chien derrière parce que moi les chiens, c'est ma passion. J'ai toujours des chiens à côté de moi. Et les chiens, je sais, dans une vidéo, j'avais vu de toi que tu disais que les chiens, tu ne supportes pas quand leur fait du mal. Moi, c'est pareil. Quelqu'un qui touche un chien, je ne peux pas. À la rigueur, ça va paraître con aux gens. Je dis, mais touche un humain, d'accord, mais touche pas un chien. Parce que le chien, c'est l'amour propre. Les chiens et les enfants, ça m'horripile. Quand je vois un mec qui donne un coup de poing dans le cul à son chien, j'ai les poils qui montent. Ou alors, quand j'entends des enfants qui pleurent, par exemple dans un restaurant, quoi que ce soit, que les parents les bousculent comme ça, etc. Moi, pendant le coup comme ça me fait mal au ventre, c'est comme c'est pas possible. Donc, les chiens et les enfants, moi, j'ai vraiment du mal. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais te poser une question. Tu es aussi cascadeur et acteur. Il faut que les gens, je crois que les gens le savent ça. Et je vais te poser une question. Donc, quand tu as une enfance difficile, est-ce que la boxe pour toi, c'est une des meilleures thérapies? Un moment difficile psychologiquement, comme en ce moment, tu veux dire, avec le Covid, etc. Oui, mais aussi, tu sais, quand tu es bon, je sais que toi, tu as grandi dans les quartiers. Moi, j'ai grandi dans les quartiers aussi. Et je sais que moi, pour moi, par exemple, la boxe, je dis, c'est ce qui m'a aidé le plus parce que dans la boxe, en fait, tu ne peux pas mentir, quoi. Dans la boxe, elle te fait sortir, en fait, qui tu es au fond de toi. Oui, absolument. Mais déjà, avant même de parler de tout ça, si tu me permets, j'aimerais Bien sûr. déjà mettre une parenthèse avant de pouvoir dire tout ça, c'est que moi, j'ai toujours été un passionné d'arts martiaux. Depuis mon plus jeune enfant, j'ai commencé à 8 ans avec les arts martiaux, j'ai fait du judo, du karaté, et puis après, vraiment sérieusement, à 14 ans avec la boxe thaï. Et voilà, et moi, j'allais à la bibliothèque municipale, je lisais tous les bouquins que je pouvais trouver sur les arts martiaux, quels qu'ils soient. J'achetais toujours Karaté Bushido, tous les trucs qui sont sortis, Ninja Magazine, Combat Magazine. Enfin, je regardais tous les films d'arts martiaux. Je me rappelle à l'époque, toutes les séries télévisées avaient toujours un épisode avec la mafia chinoise ou japonaise. Donc, je regardais Téléstar et à chaque fois qu'il y avait eu un épisode avec la mafia ou quoi que ce soit, j'enregistrais parce que je savais qu'il y allait y avoir des cascadeurs asiatiques. Et j'ai enregistré les combats pour pouvoir après m'entraîner moi-même. Donc j'ai toujours été friand de plein de choses. Et je me rappelle qu'à l'époque, je faisais de la boxe thaï et je faisais ce coup de pied que j'avais vu au cinéma un peu de taekwondo. Et mon prof de boxe thaï m'engueulait à l'époque. Il me disait hey, si tu veux faire cette merde, va faire du kickboxing. Et d'ailleurs, j'ai été faire du kickboxing par la suite. Donc tout ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un passionné de tous les arts martiaux. Donc je ne critique pas tel style, parce que moi-même, je suis friand de tout ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans tout. Que la grande majorité des gens font vraiment ça pour du loisir, parce que parfois c'est près de chez eux, où ils trouvent quelque chose d'intéressant et d'exotique dans tel ou tel art martial. Donc les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si j'ai une critique à faire, ça sera en rapport à des individus particuliers, non pas les styles, non pas les pratiquants, mais certains individus qui veulent avant tout avoir de la gloire, sans pour autant être passés par les côtés durs. Et leurs mensonges. Donc voilà, je voulais avant tout préciser ça pour qu'il n'y ait pas de confusion, de dire voilà, ça c'est nul, ça c'est pas bien, etc. etc. Ouais. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Et en fait, moi, la boxe, en fait, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que lorsque je suis devenu meilleur combattant, je me suis aperçu qu'en fait, mes lacunes venaient avant tout de ma boxe. Et si tu sais très bien boxer, et la base de la boxe, avant tout, c'est de pouvoir gérer la distance entre toi et ton adversaire. Et tu t'aperçois que n'importe quel art martial que tu fasses, que ce soit la boxe, voire même le karaté, ou même la lutte, quand il faut que tu viennes au corps à corps, gérer la distance, c'est ce qui est le plus important. Et il n'y a rien de mieux pour pouvoir comprendre à gérer la distance que la boxe, parce que tout ce que tu as t'inquiéter, c'est les points. Donc tu sais qu'il va te lancer des points, pas les jambes, tu ne vas pas venir te chercher des jambes, chercher les jambes en allant de manière au sol. Donc rien déjà de pouvoir gérer cette distance avec seulement 2 armes, tu t'aperçois à quel point c'est compliqué. Quand est-ce qu'il faut rester en distance? Quand est-ce qu'il faut rentrer piquer? Quand est-ce qu'il faut ressortir? Et rien que ça, déjà, c'est extrêmement compliqué. Et donc, la boxe, oui, c'est super important. Rien que déjà pour ça, moi, ce qui m'a sauvé la vie dans beaucoup de situations, dans les combats de rue, c'est de savoir gérer avant tout cette distance. C'est surtout ça qui est primordial. Si tu gères la distance et que tu ne sous-estimes pas ton adversaire en te jetant sur lui, en disant « il ne sait rien faire, ça va aller », voilà, ça c'est une erreur à faire. Mais si tu gères la distance, moi j'ai jamais eu de problème en fait dans les combats de rue. Dans les combats de rue, tout ce qui m'inquiétait avant tout, c'est ce qui allait se passer après le combat. Mais moi j'ai toujours été confiant parce que je sais que tant que je gère la distance, le mec il va jamais me toucher.
Ouais. Ouais, la distance, ben, c'est ce que moi, c'est ce que j'explique quand je mets les boxeurs. Je dis, tu peux avoir la meilleure technique du monde, tu peux avoir la puissance que tu veux. Si ta distance n'est pas bonne, c'est même pas la peine. Non. Après, c'est dur de gérer la distance quand tu fais du pied-point parce que tu as les jambes très très longues. Donc, tu joues un petit peu en extérieur. C'est très dur de pouvoir évoluer avec ses points. Donc, j'arrive à comprendre que c'est plus compliqué. Des fois, les gens ils gênent un peu plus. Mais quand tu fais que de l'anglaise, c'est surtout ça qui est vraiment primordial et c'est ça qui devient vachement intéressant. En fait, le moins tu as d'armes dans ton arsenal, le plus tu vas te perfectionner. Et au fur et à mesure de ça, quand tu seras bon à ce que tu fais, tu peux rajouter des armes les unes après les autres. Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est très bien parce que tu regardes bien en anglaise, tu n'as qu'à 4 coups de poing. Hein. Direct du gauche, direct du droit, le crochet, il percute. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et par contre, regarde tout ce que tu peux faire avec. J'ai des élèves, avec mes élèves, je passe des mois et des mois et des mois à faire que le direct du point avant et le direct du point arrière. Alors, comme ça peut être très chiant à faire, mais au fur et à mesure des années, j'ai trouvé des drills à faire, des exercices, des échauffements, tout un tas de choses qui fait que le cours n'est jamais le même, mais les 2 coups de poing sont toujours les mêmes. Et au fur et à mesure des mois, ils s'aperçoivent qu'ils commencent vraiment à maîtriser ces seuls 2 coups de poing qui sont les plus importants. Parce que déjà, un crochet, oui, c'est puissant, mais c'est déjà une cerise sur le gâteau. Et un uppercut, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, rien de savoir gérer ces 2 coups de poing-là et de faire ça pendant des mois. Et la grande majorité de mes élèves, ils savent tous très, très bien boxer, ils sont tous propres. Et mes élèves ne sont pas des combattants, ils varient de 17 vraiment à 70 ans. C'est le goût de femmes au foyer, des gens comme ça, des gens, monsieur, madame, tout le monde, mais tous, ils savent boxer proprement et tous font des mises de gants. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est exactement ce que je veux dire, Jess, c'est que les gens, tu n'as pas besoin d'être professionnel pour t'entraîner comme eux. Tu peux t'entraîner comme un pro et mettre toute l'énergie. Et si tu ne veux pas combattre, tu n'es pas obligé de combattre. Mais tu peux t'entraîner avec Non, autant d'intensité si tu le désires. absolument. Ouais. Absolument. Moi, c'est ce que je dis toujours. Le combat professionnel, c'est avant tout psychologique. C'est la première force que tu dois avoir, c'est mental. Ouais. La deuxième, c'est ta condition physique. Et la troisième, c'est la technique. Parce que tu as des champions à l'heure actuelle du monde dans des disciplines complètement différentes qui techniquement sont complètement nuls, mais ils ont le mental et ils ont le cardio. Donc la technique, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Moi, je fais le contraire. Quand j'entraîne mes élèves, c'est technique, 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 technique. Il n'y a que ça de plus important. Ouais. Après, tout le monde ne peut pas seulement avoir un bon mental ou un bon cardio, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut avoir une bonne technique propre. Et pour moi, qui que tu sois, et j'aime pas entraîner les professionnels, j'aime faire du loisir, je prends énormément de plaisir à faire du loisir, mais ce qui est sûr, c'est que je veux que tous mes élèves soient propres. Que si un jour tu vas dans un autre club ou quelque part, les gens ils disent « Ah merde, c'est bon, toi tu t'entraînes avec qui ?» Jess Ledin. C'est ça qui m'importe le plus. Ouais. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Jess, qu'est-ce que tu penses de la violence dans la rue de maintenant et d'il y a 20 ans en arrière? C'est différent, moi. Après, bon, maintenant, je suis un daron, donc si tu veux, j'ai appris à gérer aussi pas mal de choses. Je suis plus du tout dans le même environnement. Toi et moi, on vient de quartiers difficiles, donc c'est vrai qu'on est dans des quartiers difficiles, bah, tu te bats tout le temps en fait. Moi, je me rappelle quand ma mère m'envoyait au supermarché pour acheter quoi que ce soit, à chaque fois que j'allais au supermarché, tu croises deux, trois mecs, il y a des regards, tout de suite, ça monte tout de suite en cadence, les mecs, ils savent où tu habites, et puis même si tu casses la gueule à un mec, 3 semaines plus tard, il va revenir avec son cousin et son frère, donc tu es constamment dans la violence. En plus de ça, tu es combattant, donc tu t'entraînes tout le temps. Donc j'ai l'impression, moi, mon daron, il me cognait en plus quand j'étais petit. Donc j'ai vraiment l'impression que pendant presque 25 ans de ma vie, j'étais constamment dans la violence et tu es conditionné pour ça. Et tu attends toujours ça. Et tu es presque, même toi, tu anticipes la violence. Donc même toi, sans le vouloir, tu es hyper agressif et tu vas toujours chercher voir. Surtout qu'un mec qui te regarde tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Bon, maintenant, j'ai plus le même âge, si tu veux. J'ai 47 ans, donc voilà, je suis beaucoup plus zen dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de violence. Mais c'est peut-être moi qui ai grandi aussi. Et puis aussi, je ne suis plus dans le même environnement dans lequel j'étais. Donc, je ne peux pas vraiment savoir quelle est la violence qui se passe aujourd'hui et je ne m'informe pas plus que ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, à l'époque, quand je me bagarrais, c'était très violent, quoi. Et les mecs, je me rappelle, ils venaient avec des cutters, des choses comme ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de soi-disant attaques au couteau, etc. Donc, je ne sais pas. Moi, étant jeune, je n'ai pas vu beaucoup d'attaques au couteau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à une époque, il y a beaucoup de mecs qui se battaient avec des cutters. Ça, c'était devenu vraiment la mode. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup sauvé dans ces cas-là, ça ne m'est pas arrivé plein de fois de me battre avec des gens qui avaient des armes. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois. C'est justement, encore une fois, de gérer cette distance. Parce que tant que tu fais tes mouvements de je ne sais quoi ici, quand tu es au corps à corps, tu prends énormément de risques. Rien déjà
de casser cette distance avec ton adversaire en boxe et de vouloir lui mettre une droite. À ce moment-là, il peut aussi te contrer, peut-être qu'il anticipait, donc tu es dans une position de danger. Être à l'extérieur, tu n'es plus en danger, c'est toi qui dois choisir. Et bien dans un combat de rue, c'est exactement pareil. Moi, je ne veux jamais être près du mec pour pouvoir faire quelque chose, je veux toujours le surprendre. Donc moi, que le mec ait une arme ou pas une arme, le but à moi, c'est de garder ma distance, être hors de sa distance pour pouvoir le piquer quand je veux. Et je vais dire, les 2 fois je me suis battu avec des mecs qui avaient des armes, en fait, au bout d'un moment, ils ont abandonné. C'est-à-dire qu'ils s'apercevaient qu'ils n'allaient pas pouvoir me poignarder, qu'ils n'allaient pas pouvoir me planter, que c'est moi qui contrôlais cette distance. Ils se sont dit, à un moment ou à un autre, même eux, ils se sont dit, il y a du temps qui passe, tu s'essouffles un petit peu. Et même eux, ils se sont dit, ça ne va pas bien se passer pour moi. Il y a un moment, il va me toucher. Et les mecs, bon, ils essaient de garder un peu face. Allez, il va te faire enculer, hop, et puis ils se barrent, en fait. Tu vois. Et en fait, c'est 2 fois que les mecs avaient des armes. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit. Juste en contrôlant la distance et prêt à rentrer comme ça, les mecs, ils ont compris que ça n'allait pas bien se passer pour eux. Ouais, et puis ce que tu fais, ouais, c'est nickel parce que déjà le fait que, comme tu expliques, quelqu'un qui vient, surtout avec un QTR, même avec les points, et que toi, déjà, tu commences à te mettre à te bouger, déjà, là, quand tu as bougé, les mecs vont se dire, bon, le gars, il connaît un petit peu quand même. Il se dit, bon, il va y avoir. Ce que j'explique, moi, tu sais, quand j'explique que je coach les gens, tu sais, ici, je fais de la salle défense, mais j'apprends plutôt les gens à se battre. J'aime pas trop le mot salle défense. J'explique que le gars, il t'a choisi pour une raison. Il pense qu'il peut te contrôler, te dominer ou te frapper. C'est-à-dire que quand moi je vois ta tête et si je suis un citoyen lambda, je ne vais pas me dire, bon, lui, il a le nez éclaté, les oreilles cauliflower, je vais lui chercher les couilles. Il va me démonter, mais je vais chercher les bagarres. En général, tu choisis pour une raison. Donc, à partir du moment où le gars il rentre dans ta distance et que toi, tu te mets à ta distance, que tu fais comprendre que tu as du répondant, là, il se dit, ah merde, c'est pas ce que je pensais. Et là, il va peut-être réfléchir à 2 fois. Tu vois, donc ta façon dont tu réponds, c'est exactement ce que tu fais. La façon dont tu réponds, en fait, c'est 90% du combat déjà. Et pour en venir à ce que tu disais initialement, est-ce que la boxe m'a apporté? Une autre chose que la boxe m'a apporté indirectement, parce qu'en boxe, quand tu es dans des salles de boxe comme ça depuis des années, tu fais des sparring, tu as plein de mecs nouveaux qui arrivent, qui repartent, tu comprends aussi un peu plus comment les gens ils agissent et réagissent. Tu vois, par exemple, un mec qui va venir au sparring, il va être un petit peu nerveux, ou certains essaient de cacher le fait qu'ils soient nerveux, ils sont un peu plus agressifs. Et en fait, tu commences aussi à comprendre comment la psychologie des gens. Tu commences à sentir quand le mec, c'est vraiment dangereux, ou si le mec, il essaie de frimer pour t'impressionner. Le seul que tu le touches, tout d'un coup, il fait caca dans son slip, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, tu commences à apprendre ça. Et moi, quand je me retrouve dans des situations dans la rue, très, très vite, en fait, et c'est mon instinct de la boxe d'avoir vécu ça sans vraiment le savoir, sans avoir réalisé au bout des années, que tu vois si le mec, il veut vraiment se battre ou s'il essaie un peu juste de t'impressionner. Ouais. Et très vite, tu arrives à comprendre s'il faut que je frappe le premier ou si, en fait, je vais pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Tout à fait. Tout à fait. Et le regard aussi. Le regard, tu le vois quand tu boxes quelqu'un en face de toi, déjà, quand tu as le premier contact, déjà dans le regard, tu vois pas mal de choses. Et puis surtout, s'il est tout seul, s'il a des copains avec lui. Généralement, s'il a des copains avec lui, il va avoir le fait que ses copains vont le pousser, donc il va se sentir pousser des ailes. Même lui, s'il ne veut pas, il y a un moment ou un autre, il va se dire, il faut que j'y aille. Et si tu montres de la faiblesse, il va t'attaquer. Ouais. Donc, s'il est avec des copains, la grande majorité du temps, il faut que tu le colles en premier. Tu viens de répondre à une question que j'allais te poser un petit peu après. C'est bizarre que tous les gars que j'interviewe, qui sont tous des punchers, ils ont la même chose. J'expliquais que dans les combats de rue, bagarre de rue, si les mecs sont en face de toi et que tu sens que la pression est monte et tu sens qu'il va frapper, j'allais te poser une question. Est-ce que tu attends qu'il te frappe en premier ou tu déclenches? Non, moi, encore une fois, très, très vite, et je dis que c'est des années de combat, moi. Moi, de toutes les disciplines réunies, professionnelles et amateurs, j'ai une centaine de combats. Et je ne te parle même pas des heures et des heures de sparring. Donc, à un moment, je te dis, tu commences à sentir la psychologie des gens. Quelle que soit l'altercation, de toute façon, qu'elle soit juste verbale ou quoi que ce soit, moi, je garde toujours mes distances envers le gars. Il fait un pas en avant, je fais un pas en arrière. À aucun moment, je vais le laisser venir me parler ici, essayer de l'impressionner ou quoi que ce soit. Donc, et dès le départ, je ne vais pas monter mes mains, mais dès le départ, déjà, mes pieds sont en position. Il y a déjà un écart entre mes jambes. Je suis prêt à faire un pied en arrière, un pas en avant. Et tout de suite, je suis prêt à démarrer parce que les pieds, où tes pieds sont placés, c'est la base. Donc, moi, dès le départ, mes pieds sont bien placés et je garde ma distance. Et à partir de là, je sens ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Parce que certaines personnes, en plus, quand tu commences à parler avec eux, qui essaient d'être gentils, c'est là qu'ils montent. Parfois, tu arrives à les dissuader et tout ça. Mais très, très vite, il faut tout de même garder ces distances. Tu ne sais jamais vraiment. Parce que des fois, tu as les gens, ils n'ont pas l'air dangereux comme ça. Et tout d'un coup, ils sortent un couteau ou quoi que ce soit. Il y a des choses aberrantes. Tu viens me dire, ouais, ta gueule, les mecs, hein, ils doivent savoir. Mais des fois, tu es surpris. Moi, j'ai entendu des histoires comme quoi des mecs cherchaient des noises
pour faire les marlous comme ça avec Jérôme Le Banner. Tu regardes Jérôme Le Banner, le mec qui fait 120 kilos, tu te dis, bon, à un moment, je ne vais pas l'emmerder. Mais là, ils le font juste pour frimer, pour essayer, pour voir s'ils peuvent lui mettre un coup de pression. Moi, moi, je suis entraîné ici dans une salle où tu as des mecs qui sont quand même relativement patibulaires et les mecs sont tous respectueux envers moi. Moi, j'ai vu un jour un gamin de 12 ans essayer de me mettre un coup de pression. 12 ans. Et le mec, je regardais dans ses yeux, il y croyait dur comme fer. Donc, tu sais jamais, en fait. Ouais. Maintenant, Jess, qu'est-ce que tu… quelqu'un qui fait… parce qu'il faut regarder, moi, c'est vrai, je parle self-défense. Quelqu'un qui fait la self-défense, qui a un profil de self-défense, en général, ne correspond pas trop. C'est-à-dire que ceux qui font la self-défense 2 fois par semaine sont rarement ce que tu vas voir dans une salle de boxe, de MMA ou de Muay Thai. Il y a un profil qui est assez différent quand même. Dans la rue, est-ce que si, par exemple, tu dois te battre dans la rue, on te met un copain avec toi qui va faire comme toi, en fait, tu préférerais avoir un partenaire qui fait 2 fois par semaine de la taille, de l'engagement du MMA avec toi, ou 2 fois par semaine pour te protéger, pour te battre, en fait, quelqu'un qui fasse self-défense. C'est pas que je vais enfoncer la self-défense. Je vais t'annoncer ma couleur de suite. Je dis que moi, dans la rue, si je marche avec quelqu'un, un copain à moi, je préfère qu'il ait un passé pied-point, que ce soit MMA, anglaise ou taille, qu'un passé self-défense. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu Après, déjà, moi, à côté de moi, je veux personne. Moi, j'aime bien ne faire confiance que moi-même. Mais bon, si j'ai à choisir, je préfère un mec qui fasse un sport de combat. Mais déjà, dès le départ, qu'est-ce que c'est que la self-défense? Moi, j'ai du mal à savoir. En fait, je me rappelle, il y a de ça peut-être une vingtaine d'années, je me rappelle avoir vu une cassette vidéo, peut-être plus longtemps que ça, parce que c'est une cassette vidéo, d'un mec qui était israélien et qui faisait du Krav Maga. Et quand j'ai regardé cette cassette vidéo, en fait, ça ressemblait beaucoup à du MMA. Le mec mettait des low kicks, le mec mettait des coups de genoux comme en boxe taille, etc. Et quand je vois les mecs aujourd'hui faire du Krav Maga, je ne vois pas ça. Donc, est-ce que le Krav Maga, c'est vraiment quelque chose de défini en tant que tel, ou alors certains font un petit peu à leur façon? C'est ça la première chose que je me demande. Juste pour parler du Krav Maga, entre parenthèses. Après, la self-défense, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, tu as des gens, comme le MMA est devenu à la mode, tu avais plein de mecs qui étaient ni bons en pied-point, ni bons en grappling, ni bons en quoi que ce soit. Et les mecs, ils disaient, ouais, mais bon, je fais du MMA. Et parce que c'était à la mode. Donc, je me demande si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils font de la self-défense, mais en fait, ils ne font pas vraiment de la self-défense. Ils ne font rien du tout, en fait. Ils font juste du blabla. Ils disent qu'ils font de la self-défense parce que c'est à la mode. Mais en fait, ils n'ont peut-être pas vraiment, même pas d'entraînement martial en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, la self-défense. Pour moi, la self-défense, entre parenthèses, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'avant que le MMA arrive, tu regardes dans le karaté Bushido, que ce soit le jiu-jitsu traditionnel, le Viet Vo Dao ou ce que tu veux, ils faisaient tous de la self-défense déjà. Ça existait déjà. Et c'est ce qui a fait les choux gras de tous ces magazines, de tous ces gens-là, parce que ça attire une certaine clientèle d'un certain âge, qui ont de l'argent, qui achètent les t-shirts, qui font les stages, voilà. Et pendant un moment, ça s'est perdu parce que la mode du MMA, d'ailleurs, je me rappelle, parce que Karaté Bushido ne voulait pas parler de MMA justement pour ça, donc ils n'en faisaient pas la promotion. Et je me rappelle qu'au Festival des Arts Martiaux, une année avant, tout le monde cassait des briques et des battes de baseball, et l'année après, tout le monde faisait des clés de bras, même les gens du karaté, etc. Du karaté. Non, mais en fait, on a aussi des techniques de grappling, nanana. Donc c'est venu à la mode. Et quand Karaté Bushido ont essayé de faire plus de MMA, plus de trucs comme ça, ils ont perdu non seulement tous leurs lecteurs, mais en même temps, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, Karaté Bushido revit grâce au self-défense, mais c'est les mêmes mecs qu'ils avaient avant, en fait. C'est juste qu'ils ont un costume différent, mais c'est la même chose. C'est la même clientèle et c'est ce qui fait leur argent. Donc, pour moi, ce genre de choses a toujours existé, en fait. C'est juste qu'ils ont mis un coup de marketing, ils ont changé l'affiche, mais c'est la même chose, en fait. Et ce que tu dis quand tu reviens du Krav Maga, je suis sur la même longueur d'onde avec toi. Ce que je pense, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que le Krav Maga à l'origine était bon, je ne sais pas, je ne peux pas en parler de ça, mais je te rejoins sur l'origine. Mon avis, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes l'anglaise, un direct du gauche, tu n'as pas 36 façons de le travailler. Il n'y en a pas 36. Tu vas améliorer ton timing, ta vitesse, ton contre, tu vas travailler sur des contres, mais la façon de le travailler, il n'y en a pas 36. Et ce qui se passe, à mon avis, que ce soit le Krav Maga ou les self défense, c'est que tous les mois, ils te rajoutent des nouvelles techniques, Ils ont tellement fait de copies, de la copie, qu'en fait, l'original, tu n'arrives plus à le lire. Non, c'est peut-être ça. Après, moi, je ne sais pas, je vois beaucoup de vidéos en ligne et je vois des gars, je ne sais même pas c'est quoi en fait qu'ils font. Parce qu'en fait, je vois des gars, ce qu'ils font, c'est des chorégraphies. Tu sais, nous, dans le cinéma, en fait, avant que
on commence à tourner, on fait déjà les chorégraphies. Donc, avec les cascadeurs, on vient, alors on va faire ce mouvement. Et puis, c'est marrant à faire. On crée toute une chorégraphie, on la filme, et puis on l'envoie au réalisateur, et le mec, il dit oui ou non. Et j'ai l'impression qu'en fait, les mecs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de même, parfois, de te faire des scénarios. Comme je disais, j'avais vu un gars, une fois, il arrive, alors il fait bon, alors là, j'ai un mec assis sur ma voiture, bon, moi, j'arrive, j'y fais ci, j'y fais ça. J'ai l'impression que le mec, il est en train de faire un film de Steven Seagal. Ouais. Rien dans son approche elle est réalistique. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire un show, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, je vois un artiste martial qui montre de vraies techniques, en fait. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à fait. Et tu vois, je vais dire une chose que les gens ne savent pas là. Écoutez, moi, je ne suis pas cinéma du tout, mais j'ai fait. Il y a un acteur français qui habite aux États-Unis, il s'appelle Olivier Gruner. Ouais. Et Olivier Gruner, si les gens ils louent la vidéo du film qu'il a fait, s'appelle Mars, comme la planète Mars, moi, j'y suis dedans. Et à la fin, en fait, je me bats contre lui. Je me bats contre lui, je lui mets un coup de poing, on échange, après il me fait tomber par terre, il me casse le cou. Et moi, Olivier, je m'entraîne au Gold Gym, il me dit, t'es Jean, on tourne un film au Gold Gym, à Long Beach, pardon, et il me dit, viens faire une scène avec moi. Je dis, Olivier, je ne suis pas cascadeur, je ne connais pas du tout. Non, mais viens, on va rigoler quand même. Donc, il m'a pris dans le film. Hein. Alors, il me donne le costume, etc. Il me dit, bon, alors tu me mets une droite, et moi, je vais te prendre par le cou, je vais te faire ça. D'accord. Alors, il dit, action. Alors, je vais, boum, je mets la droite. Couper. Non, la droite, il ne faut pas que tu la mettes comme en anglaise. Il faut que tu la mettes, il faut qu'elle soit large. J'ai dit, mais non, mais l'anglaise, il faut bien le coup d'intérieur et part. Non, et j'avais ce réflexe. Et la scène a été coupée tellement de fois. Olivier s'est énervé. Il me dit, putain, Jean, tu me casses les couilles. Il faut qu'on te demande. Alors, finalement, on l'a faite. Mais à la fin, quand moi j'ai vu le film à la fin, je l'ai regardé, je me dis, quelle droite de PD que j'ai, tu vois, c'est une droite nulle, tu vois. Ça m'a énervé. Mais c'est pour les besoins du cinéma, il fallait une droite qui soit. Parce qu'au cinéma, court, c'est pas bien, il faut que ce soit wide. Et après, tout dépend d'où tu mets la caméra, mais en fait, pour que ce soit plus simple pour la caméra lorsqu'elle est derrière, le plus tu es large, le plus ça rend le coup de poing spectaculaire et qu'il y a de la force en fait. Parce qu'au cinéma, si la caméra est derrière toi et je mets un tout petit coup de poing, non seulement ça ne se voit pas, mais l'impression que je te mets une petite tapette en fait. C'est-à-dire ça ne fait pas cinématique en fait. Mais pour parler de Olivier Gruner, je me rappelle qu'à l'époque, justement, ce n'était pas un ancien légionnaire, lui aussi, il n'était pas dans l'armée avant. Oui, dans la Légion, oui. Dans la Légion, et il était champion en France de kickboxing ou de full contact ou quelque chose comme ça. Il était champion de kick, oui. Il s'entraînait aussi avec. Je me rappelle le premier film qu'il avait fait, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, où justement il se battait contre des Mexicains dans la rue, etc. Et je me rappelle, pareil, à la fin, on le voit faire du Muay Thai avec un short de Muay Thai, il faisait le grand écart, il faisait 2-3 trucs de self-défense. Il avait une bonne gueule en plus, tu vois. Après, il faisait direct en cassette, tu vois. Mais il avait une bonne gueule et tout ça. Il a vraiment. Je crois qu'il loue des hélicoptères ou un truc comme ça maintenant. Oui, c'est ça. Et il habite en fait pas loin de chez moi. Et Olivier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on est en super bon terme. Au Gold Gym, on s'entraîne ensemble. C'est un bon gars. Mais quand il fait des vidéos, ça sort de suite en vidéo, en DVD, tu sais. Ce n'est pas des vidéos qui vont aller au cinéma. Mais ouais, il est toujours actif. Olivier Gruner, toujours actif. Ouais, tu sais, donc c'est l'expérience que j'ai eue avec lui. C'est la dernière que j'ai eue. Hein. Parce qu'après, je me suis dit, c'est pas pour moi. Tu vois, c'était pas ma tasse de thé, tu vois. Et puis là, ils ont tellement coupé. Même moi, tu vois, d'avoir combattu, avoir l'expérience que j'ai dans le combat, les gens pensent que justement, ça m'a ouvert énormément de portes dans la cascade, mais au contraire, ça ferme les portes parce que c'est pareil, dans le monde de la cascade, ici, c'est Hollywood, quoi. Il faut savoir se vendre. Et la plupart des mecs qui t'expliquent qu'ils sont champions de ceci, champions de cela, experts ceci, experts cela. Mais en fait, c'est des mecs qui ont à peine des bases. Ils savent bien lever la jambe, ils sont flexibles et ils ne sont pas très bons. Et donc, ils n'aiment pas quand il y a des mecs comme moi qui viennent. Alors, ils disent comme excuse, ouais, mais c'est un combattant, il ne va pas contrôler, ce qui est complètement faux. Parce que si tu es un bon artiste martial, tu sais contrôler mieux que personne en fait. Mais non, en fait, moi ça me fait défaut d'être un vrai combattant. En fait, les mecs ils n'aiment pas, tu vois, ils sont intimidés en fait. Donc j'ai pas mal de portes qui sont fermées pour moi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, une question que j'ai doivent se poser aussi, c'est comment tu te prépares en fait? Combien de semaines tu te prépares avant un combat? Quand tu as boxé par un UFC, combien de semaines ta préparation est dure? Dans quel état d'esprit tu es? Comment ça se passe? Après, chaque combat, c'est différent. Généralement, tu t'entraînes pendant 8 semaines. C'est 8 semaines de préparation. Tu t'entraînes 2 à 3 fois par jour. Alors, les gens, des fois, tu as toujours plein de choses qui sortent sur Internet. Les gens s'entraînent 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. C'est complètement faux. Le corps ne peut pas faire ça. Si pour faire ça, il faut que tu prennes des stéroïdes. Donc en fait, c'est très court, mais c'est très intense, en fait. Moi, des fois, j'ai des sessions qui faisaient 45 minutes ou 1 heure. Alors, après, c'est des sessions spécifiques. Tu vois, par exemple, le matin, je fais du fractionné. Après, je vais faire ma condition physique ou alors je vais faire que de la lutte.
ou alors je vais faire qu'un travail que contre la cage, qu'avec des lutteurs. On va me ramener plein de lutteurs des États-Unis. Ils sont très bons, ils vont m'amener au sol, je vais me relever. Après, le lendemain, je vais peut-être faire sparring MMA, mais ça va être du Shark Tank. Ça veut dire que je vais prendre un adversaire frais toutes les minutes. Et donc, il faut savoir que j'arrive à les gérer. Donc, c'est mental et physique à la fois. Après, le lendemain, je vais peut-être faire que de l'anglaise au pas d'ours. Tu vois, il y a plein de changements comme ça. Et ce qui est marrant, c'est parce que je t'entends parler, tu dis que tu enseignes dans un quartier mexicain. Et moi, je me rappelle, quand je m'entraînais aux États-Unis, à Victorville, tous les samedis matin, c'était boxe anglaise. Ouais. Et je me rappelle, Victorville, pour les gens qui ne savent pas, c'est une ville entre Los Angeles et Vegas. C'est au milieu du désert. Il y a Walou là-bas. Il n'y a rien. Et je me rappelle que le samedi matin, je voyais les voitures qui étaient égarées. Ça me donnait une idée qui était là. Et quand tu voyais les voitures avec des gros autocollants Lakers, tu savais que c'était les Mexicains qui étaient là. Et en fait, les Mexicains, c'était littéralement des caricatures de films, quoi. Les mecs, la tête rasée, comment ça s'appelle, le débardeur blanc, c'est comme dans les films, en fait. Et quand les Mexicains viennent boxer, eux, ils ne sont pas là pour rigoler. C'est-à-dire qu'ils viennent avec la famille. Ils viennent avec leurs enfants, leurs pères, leurs femmes. Et donc, tu sais que s'ils ont amené la famille, les mecs, ils vont y aller, quoi. Ils ne sont pas venus là pour faire du déménagement. Et à chaque fois qu'ils allaient faire sparring en anglais, le samedi matin, je disais, oh là là, il fallait que je trouve le courage pour y aller. Hein. Ah ouais, je comprends. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi, si tu viens dans mon club, tu verras, 90% c'est hispanique, tu sais, et c'est comme tu le dis, ils sont tatoués au cou, à la tête, c'est des gars qui ont fait du temps aussi, et c'est des mecs, ils sont en sucre, tu sais, c'est des mecs en or, mais c'est vrai qu'ils viennent travailler, quoi. C'est-à-dire que tu ne tombes pas dans un club comme ça par hasard, quoi. C'est des gars. C'est pareil, c'est dans leur gène la bagarre, les Mexicains. Tu vois, c'est ouais. littéralement dans leur gène. Ah ben ouais, c'est ça. Ils ont ça dans la peau, tu vois. Et les mecs, ils n'ont pas l'air comme ça parce qu'en fait, bon, tu vois, c'est pas des mecs nécessairement super impressionnants, mais les mecs, ils lâchent rien, quoi. Ils aiment la bagarre. Et comme je te dis, ils viennent avec toute la smala, toute leur famille et tout ça. Eux, là, ils vont pas perdre face à toi, face à leur famille, quoi. Ah non, c'est donc, clair. tu sais qu'à la base, ça va pas être un sparring, ça va être la bagarre. Tout à fait. Donc, moi, à l'époque, j'étais pas nécessairement. Je savais boxer, tu vois. Mais je savais pas mon niveau d'anglais que j'ai maintenant, tu vois. Ouais. Je m'en prenais mais plein la gueule, quoi. Et c'est ça qui me fait mal parce que c'est pas seulement moi, c'est moi et tous les combattants. On est passé par plein de choses pour arriver au niveau qu'on a aujourd'hui. Se faire péter la gueule littéralement en entraînement pour pas un sou. Et pour avoir le niveau qu'on a. Et aujourd'hui, tu as des gars qui n'ont même pas jamais fait une mise de gants de leur vie, qui n'ont jamais fait un combat et qui vont nous dire ah ouais, bon, les mecs de MMA, tu as juste à faire ci, faire ça. Et tu es là, mais de quoi tu parles en fait Encore une fois, c'est pas tant l'art martial que tu fais, mais le problème que pour la raison pour laquelle des mecs comme moi, Cyril Diabaté, Michael Lebouc, etc., des fois on est un peu énervé contre certains de ces mecs, c'est qu'en fait ils n'ont aucun respect pour nous en fait. C'est ça qui m'énerve. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que le MMA, l'anglaise de la taille, comme je dis, tu vas faire du sport, tu vas faire du football, tu vas faire du sport en fait, football, mais tu vas pas au Muay Thai, c'est pas Muay Thai ou anglaise ou Thai, tu fais pas du sport en fait. Comment te dire? Comment tu dis ça? Tu sais, en anglais, on dit you're gonna play soccer, you're gonna play basketball, you're gonna play football. You don't play boxing. You don't play boxing. C'est pas quelque chose que tu peux, tu vois. Et c'est ça. Et je te rejoins sur ça. Et moi, je suis pas en guerre contre ça, mais c'est vrai qu'ils ne comprennent pas la sueur, l'entraînement, les douleurs. Le matin, quand tu te lèves, putain, tu as mal au tibia, tu as mal à la tête, et il faut réaller encore. Et ça, ils ne le voient pas. Et tu réelles encore parce que tu n'as pas le choix, parce que ça fait partie du business. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Pendant le confinement, j'ai entendu un monsieur à la télévision française qui a dit une phrase qui était formidable, que beaucoup ont réutilisée par la suite, mais je trouve que c'est une phrase qui, moi, me parle énormément. Et il disait, il faut être compétent pour réaliser à quel point on est incompétent. Oh, oui. Et donc, les gens, la plupart des gens, ils ne sont même pas compétents pour réaliser à quel point, en fait, ce qu'ils disent, c'est de la merde et à quel point ils sont nuls. Donc, tu leur parles et en fait, c'est comme si tu parlais à un poisson rouge. Ouais. Pour expliquer aux gens qui ne sont peut-être pas dans le même délire que nous, je vais me retirer un peu des arts martiaux, comme ça, ça devient un peu moins personnel. Admettons que moi, je fais de la natation. Donc, je suis en équipe de France de natation et je vais à la piscine et je m'entraîne pour les championnats de France. Et puis, bon, je vois un mec qui est là et puis il a un petit business et son business, c'est apprendre à nager sans aller dans l'eau. Donc, il apprend à nager aux gens sur le bord de la piscine. Et donc, il met une planche à repasser et puis il met des gens dessus et les gens font semblant de faire le coup. Bon, ça me fait rigoler, moi, je nage. Et puis, 2 semaines après, le mec, il est blindé. Il a tous les gens qui ont peur de l'eau, tous les gens qui n'aiment pas être mouillés.
tous ces gens-là. Et il est en train de faire son truc. Bon, ça m'emmerde un peu. Bon, au bout du compte, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il fait son business, tant mieux pour lui. Donc moi, je nage, je m'entraîne pour les championnats. Et puis 1 an plus tard, il a quand même maintenant pas mal de monde et je suis en train de me changer dans les vestiaires, en train de mettre mon slip. Et là, les mecs, ils me regardent avec un air un peu arrogant et ils me disent « Ah, oh, c'est bon, là, nager dans la piscine, c'est facile. Nous, on s'entraîne pour nager à contre-courant, on s'entraîne à nager dans l'océan pour sauver les gens. » Mais Pierrot, de quoi tu me parles? Tu ne mets même pas les pieds dans l'eau. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on est? Et en fait, c'est ça qui se passe en fait avec la classe de défense. On a aussi ridicule que ça puisse paraître, quand je parle avec certains mecs qui font des… C'est exactement la même chose. C'est les mecs, vous avez… Arrêtez de me sortir la phrase « le ring et la rue, c'est différent ». Parce que tu n'as ni l'expérience dans la rue et encore moins sur le ring. Tandis que nous, on l'a. Donc, de quoi tu me parles? Ouais. Et ton analogie sur la piscine, je l'utiliserai, je mentionnerai ton nom chaque fois, parce que je l'ai entendu celle-là. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Et je l'utiliserai et je donne toujours crédit aux gens que je prends des choses. Alors, ça c'est clair. Et c'est une analogie qui est nickel, qui est très, très bien. Moi, je connais aucun boxeur, je ne connais aucun boxeur, moi, qui n'a jamais été portier. J'en connais aucun. Tous ont fait de la porte. Soit ils ont été portiers, soit ils viennent des quartiers difficiles. Donc, tous se sont tapés dans la rue. Donc, tous connaissent le ring et la rue. Et pourtant, tu as Jean-Patrick qui va essayer de nous expliquer quoi que ce soit, quand en fait, lui, tout ce qu'il a fait, c'est faire des mouvements de chat à l'entraînement dans une gymnase. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, ce qu'on va te dire, Jess, on va te dire, parce que bon, moi, c'est vrai que les gens commencent sur YouTube. Quand j'ai démarré chez YouTube, moi, je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Ça m'a vachement surpris. Donc, je me suis dit, comme qu'il y en a un qui disait, j'aime bien faire chez les cons, tu sais. Donc, c'est pour ça que ça m'aide. Mais ce que je vais te dire, c'est que je me suis dit, c'est que quand j'ouvre ma gueule, on me dit, ouais, mais nous, on frappe dans les couilles. Ou on va te dire, ouais, mais tu fais ça parce que tu es jaloux. Parce que l'autre maître nageur, il a beaucoup plus de monde que toi. Tu vois? Et ils n'ont pas compris que ce n'est pas de la jalousie. C'est que quand tu as transpiré dans une salle et que tu sais ce que c'est, à un moment, ça te casse les couilles de voir, comme tu dis, des maîtres nageurs à côté, apprendre à nager sur une planche. C'est excellent, ça. Tu te dis, à un moment, il dit, non, je ne peux pas laisser. Il faut que je fasse quelque chose. Même si je mets un coup dans l'eau, tu sais, mais il faut que je dise quelque chose, tu vois. Et quand tu as des mecs qui te disent, il faut mettre des coups de pied, on met des coups de pied dans les couilles. J'ai interviewé quelqu'un, mais la vidéo est à ce moment-là sur YouTube, qui dit bien, je lui dis, est-ce que si en MMA, on rachète des coups de pied dans les couilles, est-ce que ça changerait le combat? La réponse est non. Il y avait des coups de pied dans les couilles au début des premiers UFC et ça ne faisait aucune différence. Tout à fait. Et combien de déjà, fois… il y a deux choses. Moi, est-ce que ça me dérange que ces gars-là ont un certain succès? D'une certaine manière, non, parce que j'y pense pas dans ma vie de tous les jours et je ne croise pas ces gens-là, je ne crois pas, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai, quand je vois certaines de les vidéos qui font des millions de vues et que les gens disent « Waouh, super, etc. », il y a en effet peut-être une certaine jalousie chez moi. Je le dis, peut-être, voilà. Et je me dis pourquoi moi je me suis cassé les couilles pendant tant d'années à m'en prendre plein la gueule, quand en fait le mec ne fait ni plus ni moins qu'une démonstration de Steven Seagal et qu'on lui dit qu'il est badass. Mais bon, ça me passe très très vite. Au bout de 10 minutes, j'ai oublié, si tu veux. Donc ça, c'est la première des choses. Après, pour mettre un coup de pied dans les couilles, déjà d'une, c'est pas parce que tu vas toucher le mec dans les couilles qu'il va se finir. J'ai vu plein de combattants à l'UFC, quand ils se prennent un coup de pied dans les couilles, ce qu'ils font, ils font semblant d'avoir mal pour pouvoir arrêter, pour pouvoir se reposer. Et si l'arbitre ne fait rien, ils continuent de boxer. Je me rappelle de Matt Hughes, où il s'est pris un grand coup de pompe dans les couilles par Frank Trigg. Il a essayé d'arrêter le combat et ça l'a plié en deux. Et en fait, l'arbitre n'a pas vu. Frank Trigg l'a amené au sol, l'a tabassé, l'a pris dans son dos, commence à l'étrangler. Et Matt Hughes, au bout de quelques secondes, il s'est senti mieux. Il s'est sorti de l'étranglement, il s'est retourné, il a défoncé Frank Trigg et il l'a étranglé. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la première. Donc, c'est pas parce que même, admettons que tu mets un coup de pied dans les couilles, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite fini. La deuxième des choses, et c'est ça qui est primordial, déjà, donner un coup de poing à une personne, c'est tellement facile. Nos mains, on les utilise tous les jours pour manger, pour se branler, pour faire ce que tu veux. Donc, utiliser les mains, pour nous, c'est instinctif. Donc, pour moi, normalement, de mettre une droite dans ta gueule, ça devrait être très facile. Sauf qu'on s'y aperçoit en boxe, en fait, c'est très difficile quand un mec bouge la tête, qu'on prend la distance, etc. Avec quelque chose qu'on utilise tous les jours, on n'arrive pas à le faire. Alors, un coup de pied qui demande beaucoup plus de coordination, de la flexibilité et une distance qui est 10 fois plus dure, toi, tu me dis que tu vas y arriver avec un entraînement minime. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire.
Mais même ça, tu vois, je ne comprends même pas le contexte de écoute, si tu n'es pas un bon bagarreur, pourquoi tu vas mettre un coup de pied dans les couilles ou un coup de poing à un mec parce qu'à partir de là, tu sais que de toute façon, ça va être encore pire pour toi. C'est-à-dire que maintenant, il va t'arracher ta mère. Ouais. Tu vois, si tu es un babtou fragile, tu es un babtou fragile. Donne-lui ton porte-monnaie et lâche l'affaire. Parce que même, admettons, comme je l'ai déjà dit à quelqu'un d'autre, moi, ce qui me fait plus peur dans le combat, c'est d'une de faire mal au mec. C'est ma première peur, c'est vraiment lui faire mal. Parce que c'est bien beau, entre boxeurs, on se met des coups, mais nous, on a des instincts, en fait. Parce qu'on a tellement l'habitude de prendre des coups que même si tu te la prends en plein dans la gueule, tu as toujours l'épaule qui va un peu monter, tu as toujours le menton qui va descendre. Et même si on est mis KO, c'est passé aussi autant qu'un mec qui ne sait pas boxer où il va faire. Ouais. Ça, il va se la prendre de plein fouet et il va tomber comme un sac à merde. Et généralement, quand il tombe, c'est là qu'il se fait mal. Donc, moi, ma première hantise quand je combats avec quelqu'un dans la rue, c'est de lui faire mal. Ma deuxième, c'est ce qui va se passer après. C'est-à-dire quand tu casses la gueule à un mec, le mec, il va revenir. Il va revenir avec un fusil, il va revenir avec son frère, il va revenir avec ses cousins. S'il va voir ta femme avec ses potes ou ta sœur, ils vont les défoncer parce que c'est une histoire sans fin. Ouais. Donc, c'est quoi toutes ces abracadabrants? Il y a très peu de situations dans lesquelles on doit réellement se battre, en fait. Il y a très peu. Tout à fait. Le problème avec les hommes de nos jours, on parle de masculinité toxique et les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. C'est un peu utilisé à tous les goûts. Moi, je ne me sens pas visé personnellement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la grande majorité des hommes pensent savoir se battre. La grande majorité des hommes, quand ils parlent de bagarre, que ce soit dans la rue ou sur un ring, ils pensent qu'ils peuvent avoir une opinion parce qu'eux, ils savent. Quand en fait, 99% des hommes ne se sont jamais battus. Les gens ne savent même pas. Les gens la grande majorité des gens ne vont jamais se retrouver dans une situation où il faut réellement que tu te battes, en fait. Ouais. Et même si tu l'es, vaut mieux éviter à tout prix parce que ça sera une histoire sans fin. Ouais. Il y a vraiment des positions qui sont extrêmes dans lesquelles il faut vraiment que tu te battes. Mais ces situations extrêmes, en fait, le gars, tu ne le vois pas venir. Ouais. Généralement, c'est des mecs qui arrivent par derrière avec des couteaux. Tu crois vraiment qu'un mec avec un couteau, il va venir face à toi, comme dans un vieux film de Charles Bronson, il va faire « Alors, mon copain, tu veux qu'on se bagarre ?» Non, le mec qui va venir derrière, il va faire « Pop, 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 l'histoire, elle est terminée. » Exactement. Mais tu vois, quand tu parles du couteau, c'est pareil, le couteau. Moi, ça me casse les couilles quand je vois des mecs qui font des défenses contre le couteau. À chaque fois, c'est qu'une seule technique. Moi, j'ai travaillé déjà plus de 10 ans ici avec la police. Alors, j'en ai vu des trucs. J'ai jamais vu le mec qui te met un coup de couteau. Il t'en met plusieurs à la fois. C'est rarement un coup. Alors, eux, ils font une technique et le gars, il reste là, il ne bouge plus. Mais ils amènent les gens à la boucherie, tu vois. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Le gars, il va te pointer plusieurs fois. Quand tu arrêtes un gars, tu lui dis « Vous avez poigné votre femme, combien de coups de couteau vous lui avez remis ?» Il te dit 3 ou 4. Non, tu as mis 12. Parce que ça va tellement vite. Tu sais, le stress, ils ne comprennent pas ça. Ils sont vraiment… Je dis que c'est quand… Le pire, c'est des phases de couteau. Il y a une chose que tu as mentionnée plus tôt, et j'espère que les gens vont comprendre. C'est que quand on te demande des techniques de self-défense, très souvent, les gars sont très près. C'est là qu'il y a une erreur qui est énorme, c'est que le gars n'a pas pris sa distance. Et c'est que quand tu es très près, que tu es dans la merde. Pourquoi en MMA, ils sont assez loin? Parce qu'ils ont compris que s'ils sont prêts, et c'est plus pareil. Et c'est ta distance. Parce qu'un bon boxeur, c'est ce que tu as dit. Un bon boxeur, il travaille sa distance. Il attend que tu rentres dans sa distance à lui pour te contrer. Et si, par contre, tu n'es pas en sa distance, eh bien, si c'est un offensif, il va s'arranger pour rentrer dans sa distance à lui pour te frapper. Et quand je vois des mecs qui font de la sec, qui sont, oh, les gars sont très près, il va te faire ça, je dis, mais vous êtes déjà dans la merde à cette distance-là. Si tu n'as pas fait de l'anglaise… C'est comme les armes à feu. En fait, si un mec il a une arme à feu, dès le départ, il est loin de toi. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et s'il est près de toi, c'est généralement un mec qui est confiant en lui avec son arme. Et surtout aux États-Unis, parce que tu sais que la plupart des gens là-bas s'entraînent à utiliser leurs armes. Tout à fait. Et les gens savent très bien que quand tu prends ton arme, l'arme, tu la prends là. Et quand tu la dégaines près de ton corps. Ouais. Et tu pars par là. Donc, à partir de là, je peux déjà tirer dessus. Tout à fait. Je ne fais pas ça. Ça n'existe pas. Je te tire ici et à partir de là, je peux déjà tirer. Parce que l'arme, elle est près de mon corps. Ouais. Tu vas me faire quoi là? Tu vois? Ouais. Ou alors, le mec, il est de distance et là, tu ne peux rien faire. Quoi. Ouais. Ouais. Et quand tu parles en j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre que dans la police, dans l'armée, dans les choses comme ça,
faut tout de même qu'on essaie de trouver des techniques, etc., parce qu'il y a des possibilités qu'on se retrouve dans cette position. Surtout dans la police, où voilà, il y a des femmes qui se font frapper par leurs hommes avec des armes, avec des choses comme ça, des trucs conjugales. Et donc, je pense que ça lui arrive plus souvent que la grande majorité des gens de se retrouver face à des armes. Et donc, je comprends que la police, il faut qu'elle sache faire quelque chose. Mais la grande majorité des gens, c'est très rare. Et j'aimerais réellement que, j'ai vu que tu avais parlé avec un monsieur de la police, je n'ai pas vu toute la vidéo, mais c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir quand les gens se font attaquer avec des armes à feu ou alors des armes blanches, c'est par où, par quoi, quand, de quelle position, etc. C'est ça que j'aimerais savoir. Tu vois, pour vraiment avoir des scénarios vraiment crédibles. Oui, mais tu vois, en statistique, parce que je lisais les statistiques, c'est que 9 policiers sur 10 qui sont fait planter, 9 sur 10 disent, quand ils font un procès verbal, ne pas avoir vu l'arme. Donc déjà, ça veut tout dire, tu vois. 9 sur 10 nous disent ne pas avoir vu l'arme. Après, ce qui vient très souvent, c'est pas en fait, c'est pas qu'une attaque, c'est des slash et des pointes. Ça coupe et ça plante, ça coupe et ça plante, ça coupe et ça plante. Donc, c'est pas une technique qui est vachement typique, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que très souvent, tu vois, quand tu arrêtes des gars qui ont sorti une lame, très souvent, c'est des petits et nerveux. Et c'est dur à travailler ces mecs-là parce que c'est ça, ils sont nerveux, quoi. C'est le tempérament, tu vois. Et c'est vrai que avec une arme blanche, tu es dans l'impasse. Moi, je l'ai dit, j'avais parlé avec mais la vidéo est maintenant, donc je peux le dire, c'est avec Cyril Diabaté. J'ai expliqué que le dernier jour, quand moi j'ai arrêté de travailler avec eux, on était sur un appel et j'ai vu une femme, ça m'a choqué. Le mec, le copain, en fait, il a planté le couteau dans la chatte et puis après, il a continué d'ouvrir, tu vois. Tu te dis, putain, quand même, c'est cruel, tu vois, c'est pas des humains. Tu peux pas te défendre contre des mecs comme ça en faisant sa défense, c'est pas possible, il faut les abattre, tu vois. Il faut les tuer, quoi. Tu peux pas, c'est pas des gars qui sont rationnels, quoi. Je comprends pas, tu vois. Donc ça, on parle d'un sujet là qui me touche vraiment, qui me touche au cœur, tu vois. J'arrive pas à comprendre. On en parlait tout à l'heure, tu vois, les animaux, les enfants, mais après, la violence gratuite comme ça, je peux pas la ressentir, tu vois. Et quand on parle d'armes à feu aux États-Unis, tu sais aussi bien que moi, parce que tu bosses ici, c'est qu'ici, tout le monde est armé, quoi. Et moi, j'ai fermé mon club, c'est mercredi. Je stresse énormément parce que j'ai quand même pas mal de business dans ma tête. Donc, quand je stresse, mes élèves le sentent. Et j'ai mon pote qui vient me voir, un de mes élèves qui vient, il avait une veste. Il me dit, coach, ça va? Are you okay? I say, yes, I'm fine. I say, you sure if you need help? Il ouvre la veste, tu sais, il a le flingue là. Je lui dis, it's okay, don't worry, I'm good, you know. Et ici, c'est classique. J'ai vécu ça aussi, j'ai vécu ça en Europe de l'Est parce que je m'entraînais en Bulgarie. Il y a beaucoup de gangsters là-bas et la plupart des combattants là-bas en Bulgarie, c'est les gardes du corps de gangsters. Et les mecs venaient à l'entraînement avec leur short de MMA, ils retiraient leur t-shirt, ils avaient le gun dans le short comme ça. Ils mettaient ça dans leur sac, ils s'entraînaient, ils reprenaient le gun. C'est ça, c'est classique. Et c'est pas les meilleurs en Muay Thai, parce que mon club, moi, je fais que du Muay Thai, tu sais, du striking. C'est pas les meilleurs, mais après, dans la rue, ils sont hyper vicieux, quoi. C'est différent, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'une de tes vidéos, parce que ça aussi, c'est ça qui me touche. Moi, bon, comme je te l'ai dit, j'étais vraiment cogné par mon père. Et aussi, il frappait ma mère. Donc, tu vois, régulièrement, il fracassait la gueule. Donc, c'est quelque chose qui me touche aussi. Donc, la violence conjugale. Et ce que j'avais trouvé d'intéressant dans une de tes vidéos, et j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre récemment, et c'est un peu partout dans tous les pays, c'est que la grande majorité des femmes, lorsqu'elles se font agresser, c'est par quelqu'un qu'elles connaissent, quelqu'un qui habite près d'eux. Donc, c'est quelqu'un avec lequel elles sont assez familiers, en fait. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que toi, tu penses justement, quand on parle de self-défense, est-ce que les techniques utilisées pour les hommes et pour les femmes doivent être les mêmes? Parce que les agressions ne sont pas les mêmes non plus. Oui. Moi, je pense, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en statistique, une femme sur 4 va faire face dans sa vie à une violence sexuelle. Une femme sur 4. Et en statistique, encore, on en revient, 40% des violences sont faites par quelqu'un de son entourage. Donc, ça veut dire que la violence… Et je pense qu'une femme sur 4, c'est celle qui le disent. On ne parle même pas de ceux qui ne le disent pas. Tout à fait. Moi, je ne veux pas dire des noms, mais moi, j'ai très peu de personnes qui sont près de moi. Mais moi, d'une poignée, sur 5 femmes qui sont les plus près de moi, 5 femmes, 3 sont filles violées. 3 sur 5. Donc, je pense que ça arrive beaucoup plus souvent parce que les femmes ne vont pas vers l'avant. Parce que c'est très difficile d'aller par la police, c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de revivre. Donc, je pense que quand on dit une femme sur 5, je pense que c'est beaucoup plus élevé que ça, en fait.
Ouais, c'est pas… Et encore une fois, la raison pour laquelle je demande ça, c'est parce que ce n'est pas une raison de sexisme, de savoir que les femmes ne peuvent pas faire les techniques des hommes, etc. Même s'il y a un petit peu de ça quand même, je pense qu'on n'a pas la même force, les mêmes tailles, les mêmes ceci, cela, mais je pense que non plus, on n'a pas du tout les mêmes agressions. C'est-à-dire que la grande majorité des femmes, justement, vont se faire agresser sexuellement, contrairement à des hommes, c'est un peu moins, ça arrive sans doute, mais un petit peu moins. Donc les techniques utilisées vont sans doute être différentes. Les femmes, ça va être un petit peu plus par surprise, justement, et des hommes qui vont arriver par derrière, les agripper, contrairement à des hommes où ça va être plus du face-à-face, être un petit peu macho, si tu veux. Donc, je pense que les agressions doivent être complètement différentes. Donc, faire les mêmes techniques, pour moi, n'a pas réellement de sens, si tu veux. Si moi, j'entraîne un combattant, il est très bon en boxe, bah, je vais plus me concentrer sur la lutte, si tu veux. Donc, là, je pense que c'est un peu pareil, quoi. Il faudrait plus se focaliser sur ce que les femmes ont besoin, par exemple. Mais tu vois, là, je te rejoins. Je te rejoins. Bon, moi, j'entraînais des femmes MMA. J'entraînais, je ne sais pas si tu connais Jessica Penny. Jessica Penny, je l'ai entraînée, c'est une boxeuse MMA. Et bon, elle en voit bien. Mais il y a une chose qui manque aux femmes, que n'ont pas les hommes, c'est la testostérone. C'est ce qui nous rend plus agressifs. L'homme a la testostérone. Je crois qu'une femme, même qui a de la testostérone, elle aura la testostérone d'un gamin de l'âge de 10 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup, en fait. Je ne suis pas persuadé que ça rentre nécessairement en ligne de compte, parce que si tu regardes par exemple les combats à l'UFC, les femmes sont généralement plus vicieuses et plus agressives que les hommes, je trouve. On en revient à ça, c'est exactement ce que je te dire. L'avantage d'une femme, à mon avis, dans la seule défense, dans le combat de rue, c'est que le mec qui va venir chercher une femme, on en revient à ce que j'explique moi, c'est que je dis qu'il va chercher une femme parce qu'il pense qu'il peut la contrôler et faire ce qu'il va avec elle. Donc déjà, il vient avec un état d'ego, entre guillemets, qui est plus haut. Et j'explique moi aux gens, quand j'apprends, parce que moi, je n'apprends pas aux gens à se défendre, j'apprends aux gens à se battre. Je leur dis que tu vois, par ma combat de rue, quand le gars il va pousser un mec qui va commencer à parler et que le gars fait le faible, l'ego du gars va monter et c'est là que ça commence à ouvrir les bras. Donc l'ego monte et le système de défense baisse. Donc, une femme qui va se faire commencer à sentir le pâté pour elle, l'avantage qu'elle a, c'est que le mec pense qu'il peut la dominer. Donc, si elle est vicieuse et qu'elle fait au bon moment, parce qu'il faut être honnête, le mec, il te sort la bite, il prend une femme, il la prend dans un coup, il sort la bite, il suce moi si je te démonte, et bien, si elle lui mord la bite d'une force énorme, ça va lui faire très mal au gars. Et la tension va être dans la douleur, elle a du temps de partir. Mais ça, c'est juste une des choses. Une femme qui a des… tu sais, le mec, il va agresser une femme. C'est ce que j'explique. Moi, j'ai des femmes, déjà, laissez toujours les ongles grandir. Ou mettez des faux ongles, mais toujours les ongles bien aiguisés. Parce qu'un gars qui va essayer de te violer va être près de toi. Si tu arrives avec tes ongles, de lui prendre bien la carotide ou de lui enfoncer l'œil, pas lui mettre le doigt dans l'œil, mais d'enfoncer, tu vois, d'être agressif, tu n'as plus de chance d'en sortir. Mais c'est encore un état d'esprit. On en revient à… Et là, Jesse, je pense que tu vas me comprendre. Je dis que dans une femme, le plus important dans la self-défense, c'est de l'acting. Acting, d'être une bonne actrice. Parce que tu prends une femme, un exemple. Ça, c'est un scénario que je montre à des gens. La femme est dans une situation où elle ne peut pas s'en sortir. Elle est bloquée. Et le mec, il veut la violer. Si la femme, elle a fait de l'acting et qu'elle lui regarde dans les yeux, qu'elle lui dit « Espèce d'enculé, j'ai un cancer. Je viens de perdre mon fils. Tu veux me niquer et j'ai le sida. Viens, on y va, fils de pute. » Si elle a de tu vois ce que je veux dire? Ça peut mettre un froid. Le mec peut dire, enculé, elle n'a rien à perdre. Elle a le sida, elle a le cancer, elle perd son fils. Je ne dis pas que ça va la sauver, mais ça peut créer un froid. Mais si elle est fort en acting, qu'elle a de la personnalité, ça peut aider. Ça, c'est un des outils. Un mec qui va vers une femme et que la femme, elle lui répond vulgairement, par dire, va te faire enculer, t'as un problème, qu'est-ce que t'as, bâtard? Et qu'elle commence… Si elle aime passer, ça va, je ne dis pas que ça va l'aider, mais ça peut changer le scénario. Tu vois? Et donc, ça fait… La self-défense, pour moi, ce n'est pas seulement que la technique, mais si, le parler, la position, l'attitude, tout ça, ça fait partie d'eux. En fait, c'est la confiance en soi, déjà, dès le départ. Et je pense qu'on ne peut pas acheter de la confiance. La confiance, on l'a avec de la rigueur. Donc, si moi, tu me parles de ces scénarios-là, la grande majorité des femmes que je vois qui peuvent avoir ce comportement sont des femmes qui viennent généralement de la boxe, qui font de la boxe française, de la boxe pied-point, parce que déjà, c'est ce qu'on appelle vulgairement des garçons manqués. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais à l'ancien temps, c'est ce qu'on appelait ça. Aujourd'hui, c'est tout simplement des femmes qui aiment justement les sports de contact ou du rugby ou ce que tu veux. Et donc, ces femmes-là, déjà, ont dépassé leur peur, s'entraînent autour d'hommes, ont l'habitude de tourner avec des hommes, ont l'habitude de cogner, de se faire cogner, et donc c'est ce qui va faire qu'ils vont gagner confiance en elles, et peut-être justement dans certaines positions comme ça, le fait qu'elles aient confiance en elles déjà va refroidir l'agresseur.
Je pense. Mais encore une fois, on en revient à ça. C'est-à-dire que ça ne s'achète pas de la confiance en soi. Mhm. C'est pas parce que tu vas faire des trucs faciles que tu vas prendre conscience. Parce que subconsciemment, tu sais ce que tu fais, c'est facile. Et ce que je reproche à certains de ces clubs, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas faire de la boxe, c'est trop violent, et puis il y a plein de gars, et puis c'est fatigant. » Dès le départ, bon, bah, c'est mort pour toi. Ouais. C'est mort. Si tu veux quelque chose de confortable, Tout à fait. tu ne vas jamais pouvoir te débrouiller dans une position inconfortable. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que pour moi, s'il n'y a pas vraiment de mise de gants, s'il n'y a pas de remise de questions en soi, si ce n'est pas inconfortable à un moment ou à un autre, et c'est ça le problème avec beaucoup de ces clubs, c'est que certains de ces clubs, comme on le voit parfois, ils ne font même pas d'échauffement. C'est vraiment fait pour l'argent et seulement l'argent. C'est que pour que tout le monde vienne, soit confortable. Ils joueraient au ping-pong, ça serait la même chose. C'est juste un club de rencontre où tout le monde s'amuse. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne me dérange absolument pas. Si vous prenez du plaisir à faire ça, ça ne me dérange pas. Mais alors, évitez de me faire des thèses et des synthèses en me disant « Ouais, mais nous, on peut casser des gueules. » Parce qu'en fait, non. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Moi, la plupart des femmes que je sais qui peuvent se débrouiller dans la rue, c'est des femmes justement qui ont pris confiance à travers l'adversité. Et ça peut être de la boxe comme ça peut être du rugby. Tu regardes la grande majorité des jeunes femmes qui font du rugby, elles ont des grandes gueules, elles ne se laissent pas emmerder. Tu vois ce que je veux dire? Ou même du foot. Même du foot. Les femmes qui jouent au foot, elles ne se laissent pas emmerder, quoi. Donc, mais parce que c'est des sports de contact. Même le foot, il y a un certain contact, quoi. Il faut y aller le matin, aller faire courir quand il fait froid en ce moment en hiver, aller taper dans un ballon, faire des tacles au sol quand c'est gelé. Rien que déjà, c'est un challenge mental, tu vois. Mais si tout ce que tu veux faire, c'est un petit truc confortable, etc., bah, à un moment, tu ne peux pas justement gagner confiance en toi, en fait. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jess. Entièrement d'accord avec toi. Vraiment, vraiment. C'est nickel. C'est nickel. Maintenant, je te pose une question que je pense que beaucoup de gens pensent. Et moi, quand on me contacte, je leur dis il faut arrêter de rêver. Est-ce que tu es devenu millionnaire avec UFC? Non, non. Mais d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est ça qui est marrant. Le MMA, c'est pas pour tout le monde. C'est comme la grande majorité des sports de combat, de contact. J'arrive à comprendre que c'est pas pour tout le monde. C'est intimidant, même si ça l'est beaucoup moins qu'à notre époque. À notre époque, c'était beaucoup plus invitant. Maintenant, tu as des cours de boxe dans des salles de gym, super UP, etc. Donc, c'est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grand public maintenant. Mais j'arrive à comprendre que c'est toujours intimidant pour certaines personnes, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes ou vieux, d'aller faire des sports de combat. Et puis après, faire des sports de combat et puis de pouvoir briller, parce qu'il faut quand même un minimum d'athlétisme. Il faut, encore une fois, faire des échauffements, c'est difficile. Il faut y retourner. Toute la journée, t'appréhendes parce que ça va te faire mal. Juste rien que l'échauffement, faire des burpees, faire des sauts, ça me fait mal au cœur, j'aime pas ça. Donc déjà, c'est un challenge, tu vois. Et donc, les sports de combat, c'est pas pour tout le monde. Et le MMA spécifiquement, je ne veux pas dire que le MMA est plus dur que tout, mais en fait, vu que tu as toutes les techniques, la boxe, les pieds-points, donc tu prends tous ces coups-là, les coups de tibia, tu les bloques, il faut faire des amenés au sol. La lutte, c'est pas pour tout le monde. La lutte, c'est très physique. Non seulement tu te fais jeter par terre, donc tu peux mal tomber, parfois tu essaies de ne pas tomber, donc tu te retrouves dans des positions pas vraiment adéquates, tu te casses le dos, tu te tournes le genou. Donc moi, j'ai vu beaucoup de gens se faire mal en loisir, mais vraiment loisir. Parce qu'ils n'ont pas le physique pour ça. Enfin, on connaît tous des mecs qui auraient pu avoir une carrière de foot et arriver là parce que techniquement, ils étaient bons, mais au niveau physique, ils ne suivaient pas. Ça ne veut pas dire que le foot, c'est dangereux, c'est que simplement le physique, il ne suit pas. Tout le monde n'est pas fait pour faire du sport. Tu vois. Donc, en fait, le MMA n'a pas vraiment, même si le MMA a explosé, n'a pas attiré beaucoup de gens qui veulent faire du MMA. Ça a attiré beaucoup de gens qui veulent faire du jiu-jitsu. Oui. Ça a fait les choux gras du jiu-jitsu. Le MMA a rendu les jiu-jitsukas riches. Bien Il y a sûr. des ceintures noires jiu-jitsukas qui sont devenus millionnaires grâce au MMA. Ici, on a Roger Gracie. Il vit très bien sa vie. Il a plus de 500 élèves. Ça coûte plus de 130 € par mois. Lui, il est riche. Tu vois ce que je veux dire? Grâce au MMA. Maintenant, encore une fois, et le Muay Thai, il a gagné un petit peu parce que beaucoup de gens, ils aiment le MMA, mais ils n'aiment pas la boxe. Ils n'aiment pas aller au sol. Le MMA, c'est ce qui les a attirés vers les arts martiaux. Ils disent le grappling, j'aime pas, mais je vais aller faire du MMA. Et toi, avec toutes tes années aux USA, tu pourras le vérifier. Avant le MMA, le Muay Thai aux États-Unis, c'était carrément inconnu. Grâce au MMA, maintenant, ça a explosé. Tout à fait. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 96, que j'ai voulu donner des cours de Muay Thai, il y en avait très, très peu, mais c'était du kickboxing. Tu vois, pour te dire une chose, quand je suis arrivé aux États-Unis en 96, quand on m'a dit qu'est-ce que tu as travaillé, etc., j'ai dit, mais moi, je m'entraînais avec Ramon Dekers. Les gens ils disaient, qui? Je ne connais pas.
Donc déjà, tu comprends le niveau. Mais c'est vrai que le MMA a été pour moi, le UFC a été créé pour les Gracie, pour promouvoir le jiu-jitsu. Ouais, absolument, mais ça, tout le monde le sait. Hein. Tu vois? Et Ça c'est c'est vrai. déjà dès le départ. Même indirectement par la suite, la popularité a fait que c'est réellement ça. D'ailleurs, au début, ça a été créé avec un producteur réalisateur de cinéma extrêmement connu, celui qui a réalisé Conan le Barbare. Et c'est avec lui qu'ils ont commencé à travailler toute l'idée. D'ailleurs, où il devait au début avoir des crocodiles autour de la cage. Les mecs ont dit non, 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 vas-y, c'est bon, lâche l'affaire. Parce qu'en fait, les Gracie, déjà, ils étaient connectés avec beaucoup de gens du cinéma. Ouais. C'est pour ça qu'ils étaient dans L'Arme Fatale en tant que coordinateur et ces choses-là, tu vois. D'ailleurs, Chuck Norris a beaucoup aidé aux Gracie à s'implanter aux États-Unis. Tout à fait. Donc, ils avaient une connexion très forte avec les gens du cinéma. Mais bref, même indirectement, par la suite, ça a énormément popularisé le jiu-jitsu et tous les clubs de MMA qui existent aux États-Unis, auxquels les gens peuvent rêver, la raison pour laquelle ils existent et qu'ils survivent, c'est grâce au jiu-jitsu. Tout à fait. Parce que si ça serait que les MMA, ils fermeraient tous. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc les sports de combat sont, voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Donc ça, c'est la première des choses, c'est la parenthèse que je voulais faire, parce que voilà, les gens, ils rêvent d'ouvrir des clubs de MMA, de machin, ils croient qu'il y a de l'argent partout. En fait, non seulement la pratique et tout. Et après, oui, en tant que combattant, moi, j'ai jamais vraiment fait ça pour l'argent. Moi, même à la base, j'ai envie de te dire, je voulais même pas devenir combattant professionnel. Moi, c'est arrivé par accident. Ouais. Moi, comme je l'ai dit, je suis un passionné d'arts martiaux et je voulais tester mes techniques martiales, voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Comme je te l'ai dit, moi, je faisais des coups de pied de taekwondo en Muay Thai, des 360, des coups de pied retournés, mais je voulais les faire au combat et voir si ça marchait. Tu vois. Et c'est pour ça que la première fois que j'ai boxé aux États-Unis, c'était en 21 novembre 1993 à Houston, Texas. Et j'ai été très populaire parce que je faisais des coups de pied, des high kicks, des machins. Les mecs, oh, c'est qui ce Français? C'est un ouf. Et les mecs m'ont montré la cassette de l'UFC parce qu'il y avait la UFC deux semaines avant. Et j'ai regardé ça. Et même moi, la première fois que j'ai vu l'UFC, je me suis dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce truc-là? Et quand je suis revenu en France, personne ne voulait me croire. Ouais. Et donc, moi, je n'ai jamais vraiment voulu être combattant professionnel. C'est que j'ai fait un combat, un autre. Et puis après, je trouvais aussi que le combat, c'était un moyen pour moi de m'exprimer artistiquement. Je prenais un certain plaisir de le faire, mais je ne m'entraînais même pas comme un professionnel. Moi, tout ça, ça devenait pour moi instinctif. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de doué, en fait. Je gagnais des combats sans m'entraîner. Tout ce que je faisais, c'était du footing. Tu vois. Après, quand je suis arrivé à un plus haut niveau, bon, c'est pour ça que mon record, il était un petit peu en dents de scie, parce qu'en fait, je ne m'entraînais pas sérieusement, tu vois. Ouais. Mais moi, à aucun moment, c'était un plan de carrière. À aucun moment, je pensais que j'allais faire de l'argent. À aucun moment, je pensais que j'allais faire l'UFC. Tout m'est un peu tombé dessus par hasard. Et j'ai fait un peu d'oseille plus que je pensais, en fait. Mais moi, je dois toute ma vie indirectement aux arts martiaux. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé de positif dans ma vie était directement ou indirectement grâce aux arts martiaux. Moi, si je n'aurais pas eu les arts martiaux dans ma vie, je serais une merde, réalistiquement. Oui. Moi, je t'ai entendu dire que tu as été à un poil de cul aller en CPPN. Oui. Moi, j'ai été en CPPN. Ouais. Moi, j'ai été en CPPN. Moi, j'ai fait un CPPN. Donc, moi, l'école, oublie quoi. Moi, l'école, c'est pas possible. Donc, moi, les arts martiaux m'ont sauvé la vie. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais plongeur, j'étais payé 3 € de l'heure. Ouais. Moi, j'étais plongeur. Moi, j'avais 3 boulots. Je faisais plongeur quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je faisais plongeur le matin. Je faisais des cours de gym instructor à lunchtime. Et le soir, j'étais serveur. Ouais. Et en fait, ce qui se passe justement, quand je m'entraînais dans une salle de sport, un jour, un mec m'a vu m'entraîner. Je faisais des burpees, je faisais des high kicks, des machins. Je te parle de ça, c'était 1996. Et un mec est venu me voir et il fait, mais tu aimerais travailler dans cette salle de sport? Je fais, je ne sais pas moi, on fait comment? Et le mec m'a dit quel diplôme il fallait que je passe. Et j'ai passé des diplômes. Et à partir de là, j'ai commencé à donner des cours privés. Au lieu de faire 25 livres par jour, je faisais 25 livres de l'heure. Et ça a littéralement changé ma vie. Et c'est que des histoires comme ça qui sont grâce aux arts martiaux, en fait, dans ma vie. Ouais. Mais, tu vois, je ne savais pas. Donc, tu as fait 3e CPPN. Alors, c'est bien. On est dans la bonne équipe. En fait. Oh, génial. Mais c'est pour ça que moi, très vite, en fait, je voulais partir de France parce que la France, ça n'a jamais vraiment été pour moi. En France, en fait, on est encore à ce niveau-là où tu es jugé par ton éducation. C'est-à-dire que si tu fais 2 fautes dans une phrase,
les gens ils pensent que tu es un teubé. Tu peux avoir le meilleur argument possible. Si tu fais des faux dans une phrase, tu ne sers à rien. Si tu envoies un CV, aussi bien qu'il soit, si tu fais 2 faux dans un CV, le mec il va le mettre directement à la poubelle. Et ça, c'est une mentalité à la française. Et donc, je savais que moi, qu'en France, il n'y aurait jamais rien pour moi. Et c'est pour Ouais. ça que moi, je suis parti à l'étranger, en fait, très tôt. Ouais. Et c'est vrai qu'en Amérique, c'est vraiment différent, tu vois. Moi, je vois dans les vidéos que je fais là, et c'est pas pour mettre plein la vue, mais moi, je viens en Orange County, j'ai une belle maison, j'ai même pas eu le BEPC, j'ai pas fait CPPM, j'ai été plein quand je fais 6e normal, 5e CAP, 4e ZEP, c'est zone d'enseignement prioritaire. 3e, non, je l'ai faite parce que c'est-à-dire que mon frère était voir le directeur, il a dit à mon frère, il a dit au directeur, mon frère, tu ne mets pas un CPPN. Parce qu'après, 4e ZEP, il ne faut pas. Donc, c'est pour ça. Mais ici, donc, quand je fais mes vidéos, j'ai plein de commentaires. Bon, des trolls, je m'en bats les couilles maintenant, tu vois. Mais tu as un mec qui dit, ouais, mais regardez, c'est un illettré, il parle, il cherche la célébrité, il cherche à gagner de l'argent. Et je leur dis, je viens d'Amérique depuis 96. Je vis dans la maison de mes rêves que j'ai toujours voulu avoir. Et j'ai fait par exemple des vidéos à la piscine, etc., pour leur faire comprendre. Ne me vois pas avec la vision française. Ce n'est pas parce que mon langage n'est pas évolué que je ne gagne pas bien ma vie ici, que je ne fais pas ce que j'aime. Et ils ne le comprennent pas, ça, tu vois. Et les gens, ils te mettent une étiquette parce que tu parles, parce que tu es vulgaire, parce que tu parles ci, ça. Ils ne comprennent pas, tu vois. Et c'est ça il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et les diplômes ne font pas Non. l'homme. Les diplômes ne font pas l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est Mais son caractère, ses points, son travail, sa détermination. C'est ça qui fait l'homme. Mais après, comme je te disais, avant qu'on commence cette vidéo, en fait, on a beaucoup de points en commun. Tu es un petit peu plus vieux que moi, mais on est un peu de la même génération. On est passionné d'arts martiaux. Voilà, on n'a pas fait des grandes études. On a aussi grandi en province, ce qui fait Ouais. énormément de différence aussi. Il y a aussi cette mentalité, je suis sûr, des gens qui parlent comme ça, c'est des gens généralement de grandes villes, de centre-ville, de Paris, tu Ouais. vois, des gens déjà d'une classe qui est complètement différente de la nôtre, parce que nous, on a grandi en province et dans les quartiers pauvres de province, Ouais. ce qui fait que pour eux, déjà, même si tu parlerais bien, pour beaucoup de ces gens, tu es une merde, tu vois. Tout à fait. Donc, en fait, on a beaucoup de points en commun. Et tu es parti vivre aux États-Unis en 96. Et moi, là-bas, je suis parti vivre aux États-Unis en 95 aussi. Ah ouais. Je suis resté là-bas qu'un an parce que c'était une galère, mais pas possible. Quand j'avais combattu aux USA en 93, j'avais rencontré justement un Français qui m'avait promis monter merveille. Donc, j'ai mis un peu d'argent de côté, bon, bah, ce que je pouvais, puis je suis parti le rejoindre là-bas en 95. Et puis bon, il avait un divorce, tout se passait pas réellement comme il voulait. Et en fait, j'ai fait plein de boulot de merde, quoi. Comme tu vois les Ouais. Mexicains dans les films qui attendent pour faire les chantiers, je faisais ça, je Mhm. nettoyais des chiottes. Mais bon, j'avais quand même, tu vois, ça paraît complètement con, mais j'avais grandi en écoutant les Van Damme, les Stallone disaient qu'ils avaient galéré aussi. Donc, ça paraît complètement con, mais ça me donnait une espèce de force. Je me suis dit, si eux, ils galèrent aussi, bah, il faut que je galère aussi, quoi. Tout à Point fait. barre, tu vois. Tout à fait. Et je me rappelle un jour, je nettoyais des chiottes dans une boîte de nuit, c'était plein de vomi, plein de merde, il fallait que je vide tout ça. Il y avait des clients qui me regardaient, qui se moquaient de moi. Je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Je faisais de la sécurité dans les cantinas, mais quand j'allais bosser, je me chiais dessus, quoi. Ouais. Parce que tous les costumeurs, tous les clients, ils ressemblaient à Danny Trejo. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient tous des moustaches, des têtes patibulaires. Il fallait que tu les fous, ils avaient tous des armes sur eux. J'ai vu des mecs se faire tirer dessus sur le parking. Quand, tu vois, en plus, j'avais pas de papier, etc. Tu vois, Ouais. tu passes à la casserole, tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois, surtout avec les Mexicains, quoi. Donc, c'était une année très, très dure, tu vois. Et j'ai vraiment bossé comme c'est pas possible. Et puis, bon, au bout d'un an, j'ai réalisé qu'il ne se passait rien pour moi aux USA. En plus, j'étais pas en Californie, j'étais à Houston, Texas. Ouais. Donc, je suis parti vivre en Angleterre. Ouais. Et là, les choses se sont mieux passées pour moi. Mais moi, comme tu dis, quand tu dis que tu habites à Orange County, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup des gens qui t'écoutent. Mais Orange County, c'est l'endroit où beaucoup de gens veulent vivre en Californie. Comme on disait avant, Bisting habite là-bas. Le mec, c'est un Tout à fait. millionnaire, il habite à Orange County. C'est Tout un à fait. endroit très huppé de Californie où, voilà, tout le monde veut vivre là-bas, en fait. Tout à fait. L'Orange County, ben ouais, c'est là que tu as ouais, c'est beaucoup de stars qui veulent pas habiter à Hollywood parce qu'Hollywood, c'est la merde. Orange County, je compare, en fait, c'est le côté Côte d'Azur de la Californie. Orange County, c'est ce Complètement. qui va venir habiter ici, quoi. Mais tu vois, moi quand c'est pareil, 96, je suis arrivé ici, j'ai galéré. Moi, par contre, la différence, c'est que quand j'ai travaillé ici, moi, j'étais payé 10 euros par jour pour 8 heures de boxe. Ouais. Parce qu'ils m'ont pris, mon prof, le patron de la salle de boxe m'a pris vraiment pour une merde. En plus, il n'aimait pas les Français, mais il aimait mon style. Et il me payait en lance-front, tu vois. Bon, et puis après, quand j'ai commencé à comprendre ce système, j'ai eu la chance en 2004.
Parce que moi, de 96 jusqu'à 2004, j'ai vraiment galéré grave. C'est-à-dire que je faisais des courses. Tu dois connaître les SWAT meets. Les SWAT meets, c'est les marchés aux puces, en fait. Avec ma femme, on faisait ça. J'ai eu la chance, le privilège de rencontrer mon mentor qui m'a montré, qui m'a expliqué que, Jean, les qualités que tu as de la rue, etc., si tu peux mettre toute ton énergie, en fait, constructive dans un endroit, dans un autre endroit, rien que dépasse ton énergie. Là, change pas, dépasse ça. Et il m'a montré une autre philosophie que je ne connaissais pas et ça a changé ma vie complètement, tu vois. Et maintenant, c'est pour ça que je garde toujours un langage de la rue, mais je parle un langage de la rue sur YouTube. Mais après, quand je coach des clients qui sont riches, ce n'est pas le même langage, ils n'ont pas le même Jean Cario, tu vois. J'entends des clients, moi, ils font leur set, j'ai la serviette, je leur donne leur serviette, ils ont leur verre tu sais, leur Gatorade qui est bien frais. Et donc, c'est un autre. Mais j'ai su m'adapter. Et c'est pour ça, quand les gens ils te parlent, c'est comme toi, ils vont te voir, un boxeur MMA, il n'a rien à la tête. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'il y a derrière le personnage, tu vois. Et je vais te poser une question, Jess. Je n'avais pas pensé à te la poser cette question-là. Je vais te dire, moi, une philosophie que j'ai, et je ne sais pas si c'est la même que la mienne ou pas. Bon, moi, j'ai dit, j'ai été abusé par mon grand-père quand j'étais petit, pendant plusieurs années. Il a même cassé les rênes de ma soeur. Et en fait, maintenant, je vois ce que je suis maintenant. Je me dis que, eh bien, si tout ça n'était pas arrivé dans ma jeunesse, eh bien, je ne serais pas où je suis en ce moment-là. Et que quelque part, c'est dur à dire, et ça fait mal au cœur de le dire, mais quelque part, c'est pas que je remercie, je ne peux pas remercier ce qui m'a fait, mais quelque part, je ne serais pas qui je suis maintenant si le passé n'était pas arrivé. Est-ce que tu penses que c'est pareil pour toi? Je ne me pose pas ces questions, en fait. Je ne me pose pas ces questions parce que je vais faire un détour et je vais revenir à ce que tu dis. Bien sûr. La raison pour laquelle certaines personnes se foutent de ta gueule, ne te comprennent pas, encore une fois, c'est parce qu'ils ne viennent pas du même monde que nous. Donc, dès le départ, nous, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas qu'on soit fiers de ce qu'on a fait, que nous, travailler 10 heures, 12 heures par jour, en chier, etc., on en est même presque fiers. C'est comme les cicatrices de boxeurs. C'est ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui nous fait avancer. Et eux, même à la rigueur, ils n'aiment pas ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vois. Donc déjà, on parle un langage qui leur est complètement différent. Maintenant, moi, justement, je pense que mon enfance, le fait d'être cogné, SDF à 14 ans, d'avoir galéré avec ma mère, plein d'autres choses, ont formé une partie de ma caractère, mais aussi m'ont renfermé. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, un loup solitaire. Des fois, j'aimerais peut-être avoir plus d'amis. Je suis quelqu'un qui est très renfermé par moi-même. Quand je fais des interviews comme ça, j'ai l'impression d'être super ouvert, mais en fait, je suis quelqu'un qui est complètement l'opposé. C'est parce que quand je fais une interview, j'ai l'impression de jouer un personnage, en fait. Un peu comme quand tu vas à un premier rendez-vous de galant avec une femme et qui essaie de montrer le meilleur de toi-même. C'est toi, mais c'est pas complètement toi. Et en fait, quand je joue ce jeu-là, bah, je joue un peu un jeu, mais en fait, dans la vie de tous les jours, moi, si je venais d'une soirée, je reste tout seul dans mon coin. Je ne suis pas le genre de mec à parler à des gens. Quoi. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très introverti. À cause de mon enfance, je n'ai pas vraiment d'amis. Je suis vraiment renfermé sur moi-même et je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. C'est-à-dire que les gens pensent que parce que je suis à l'UFC, je devais être super content, ça devait être une euphorie. Et en fait, c'était complètement le contraire. Et je suis rentré complètement en dépression. C'est-à-dire que quand tu gagnes un combat, après ça, c'est fini et tu te dis tout ça pour ça, en fait. Et encore aujourd'hui, j'essaie de me battre contre ça. Quand j'ai un petit rôle dans un film, un petit truc, c'est toujours ce que j'ai rêvé depuis que je suis tout gamin. Je me dis, Jess, essaye de l'apprécier, de prendre du plaisir de ça. Et j'ai vraiment du mal, en fait. J'ai vraiment du mal d'apprécier. Je suis jamais content de moi-même. Je veux toujours plus, etc. Et donc, tout ça est sans doute lié à l'enfance que j'ai eue. Et j'ai du mal aujourd'hui, même si j'ai fait des choses voilà, qui sont ce qu'elles sont, je ne suis jamais satisfait, je ne suis jamais heureux, en fait. Je n'arrive jamais à être quelqu'un de content. Et des fois, je me dis, je suis presque envieux des gens qui sont satisfaits de pas grand-chose, en fait. Parce qu'ils ont l'air d'être parfois plus heureux que moi, en fait. Donc, est-ce que je dis que c'est une bonne chose? En fait, j'essaie de ne pas y penser. Je ne sais pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a du bon dedans. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais il y a aussi du mauvais. Ce qui fait que je ne suis pas toujours heureux d'avoir même parfois dépressif de par ça, en fait. Ouais. Mais je suis sûr que moi, je suis comme toi. Moi, je cherche toujours plus. La vérité, je cherche toujours plus. Tu vois, un truc que les gens sont surpris quand je fais des interviews. Tu vois, derrière moi, j'ai beaucoup de livres, etc. Quand j'étais petit, tu montres un livre, j'avais une allergie aux livres. Hein. Je ne pouvais pas lire. C'était pas même pas. À part les bandes dessinées ou tu sais, ou quand j'étais plus jeune, les bouquins de cul, tu sais, je ne pouvais pas. Il fallait qu'il y ait des photos. S'il n'y avait pas de photos, ce n'était pas intéressant pour moi. Maintenant, la lecture, je suis comme toi. Moi, je ne sors pas souvent, très rarement, très, très rarement. Je me mets dans mon fauteuil, je m'assois, je prends un bon livre, tu sais, et je me prends un bon pastis, et c'est mon temps à moi, tu vois. Mais je suis toujours à la recherche de plus. Tu vois, tu sais, qu'on est en Amérique, de pursuit of happiness, c'est ce que je cherche moi, tu vois. Je cherche toujours plus parce que, comment te dire, hein,
pourquoi pas, tu vois. Mon mentor qui me coachait, il me disait que lui, bon, lui, financièrement, il était vachement indépendant. Il avait de quoi mettre de côté 3 générations en arrière. Et il travaillait sur mettre un quatrième. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais si tu peux, pourquoi pas? Et je me suis dit, putain, tu vois, sa façon de penser, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Et donc, je vois, ouais, je vois, tu vois, plus on avance dans l'interview, plus on a des points communs. Et des choses que tu as dit que les gens ne comprennent pas, c'est que je pense que les gens, pour qu'ils nous comprennent vraiment bien, il faut qu'ils aient vécu ce qu'on a vécu. Et de ce que tu dis, de lire, ce serait très important parce que moi, j'étais exactement pareil que toi. Et je dois avouer que voilà, je ne lis pas toujours énormément, mais j'essaie en tous les cas de lire un maximum. Je lis surtout sur beaucoup de choses de cinéma parce qu'en fait, je m'aperçois que la lecture, c'est ce qui est le plus important. Beaucoup de gens aujourd'hui me parlent de cinéma, de leur culture cinématographique, mais en fait, une culture cinématographique, tu vas plus savoir en lisant des livres sur le cinéma qu'en regardant des films. Et en fait, c'était dur pour moi d'apprendre à lire. Et je me rappelle quand j'étais en sixième. D'ailleurs, moi, j'ai redoublé mon CP 2 fois, j'ai redoublé ma sixième 2 fois. J'ai fait CPPN, j'ai fait une année CAP cuisine et j'ai fait BEP vente action marchande. Donc, les grandes études. Hein. Et je me rappelle quand j'étais en sixième, un mec avait dit à ma mère il faut qu'il lise même des bandes dessinées, c'est bien. Et je me rappelle à l'époque, il dit les gens, tu vois, tu leur dis ça, lire des bandes dessinées, non, c'est de la merde, il ne faut pas lire des bandes dessinées. Mais en fait, moi, je suis pour ça. Je dis aux gens, si vous n'aimez pas lire, au moins lisez des bandes dessinées, parce que c'est déjà une ouverture vers ce nouveau monde, ça fait marcher ton imagination, et tu vas voir que ça va peut-être vouloir que tu sois un petit peu plus curieux, tu commences à lire des livres avec un peu moins d'images et un peu plus de texte. Donc moi je dis aux gens, si vous voulez lire, si ça vous intéresse, au moins lisez des bandes dessinées, lisez quelque chose, éteignez la télé, etc. Mais juste des BD déjà, ça vous fera travailler un peu le ciboulot plus que de regarder la télévision. Tout à fait. Attends, 2 secondes. Je te rejoins, quoi. Je te rejoins, quoi. Là, moi, quand j'écoute les Américains, tous les Américains, ils sont vraiment très comic book, etc. Et puis la plus jeune génération aussi, des Français, etc. Moi, j'ai jamais vraiment lu les Spider-Man, les Wolverine, tout ça, parce qu'en fait, ces comics étaient très chers, en fait. Et moi, je ne pouvais pas me les payer. C'était pas mon monde, en fait. Et moi, donc, je lisais les bandes dessinées qu'il y avait à la bibliothèque municipale. Et donc, la bibliothèque, tu as toujours les Lucky Luke, les Astérix. Et moi, mon truc, c'était les Margerins. Tous les Margerins, tout ce qui est Lucien, il y avait un personnage qui s'appelait Kebra, tous ces trucs-là, parce qu'il y avait toujours un petit nichon qui dépassait à droite à gauche, en plus, dans ces bandes dessinées. C'est ces trucs-là, moi, avec lesquels j'ai grandi, en fait. Ah, putain. Et Ran, tu connais même Tintin, c'est quand même assez adulte. Ça reste une bande dessinée, mais c'est quand même assez adulte. Et il y a beaucoup de bonnes choses. C'est quand même relativement bien écrit, les histoires, etc. Voilà, Tintin, c'est aussi une bonne bande dessinée à lire. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Black le Rock et Ran? Ça te parle pas, ça? Ran, oui, je me rappelle. Oui, Ran, je me rappelle. Oui. Et, il avait fait un film d'ailleurs sur Ran. Il y avait un réalisateur français, celui qui avait fait Pacte avec les loups, Gans, son nom, si je me souviens bien. Il voulait faire justement un film Ran. Ce qui ne s'est jamais fait malheureusement, mais c'était dans l'idée. Wow. Maintenant, Jess, quelqu'un un Français qui veut se lancer dans le cinéma, quel conseil tu lui donnerais? C'est compliqué. Le cinéma, on pourrait passer exactement le même temps qu'on a passé ce moment après le cinéma. Le cinéma, c'est extrêmement compliqué. J'ai des amis à moi qui sont à Los Angeles, qui sont en Thaïlande, etc., qui travaillent comme moi, acteurs, cascadeurs. Écoute, rien déjà pour avoir un agent, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris 5 ans avant d'avoir un agent. Et pour avoir un agent, j'ai travaillé tout seul, je me suis fait des contacts, et j'ai fait un long métrage qui s'appelle Night Fair, où je joue le rôle principal, où c'est ma tête sur l'affiche avec mon nom et qui est sorti au cinéma. Et j'ai fait un autre film qui s'appelle Anti-Gang avec Jean Reno. Et il m'a fallu faire ça avant d'avoir un agent. Et quand j'ai eu un agent, je n'ai pas travaillé pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, tout ce qu'elle me proposait, c'est faire le videur, l'agent de sécurité, que des trucs de merde. Pourquoi? Parce que les directeurs de casting travaillent avec les grosses agences, donc c'est une petite mafia qui travaille qu'entre eux. Et même si tu arrives à passer à travers les filets, tu vois un réalisateur, il faut que le réalisateur t'aime. Moi, récemment, j'ai passé un casting pour un truc de MMA
pour un combattant de MMA et le réalisateur a pris des bodybuilders parce que dans sa tête, voilà, esthétiquement, il voulait ces mecs-là et non pas des mecs qui font du malin. Même si tu penses être parfait pour le rôle, c'est pas ce que le réalisateur a en tête. Et même par le plus grand des chances, tu as passé toutes ces caps et le réalisateur t'aime bien. Il faut aussi que les producteurs t'aiment bien. Il faut que la chaîne télévision t'aime bien. Moi, je me suis vu dans 2 séries françaises. Les réals me voulaient, mais la chaîne a fait « Ah non, non, pas lui, il fait trop peur. La ménagère, elle va avoir peur quand on va le voir. Il a trop de tatouages. La ménagère, elle ne va pas comprendre, ça va la faire paniquer. » Donc, je t'explique, c'est hyper compliqué. Et là, je ne suis plus avec mon agent en France parce qu'on s'est séparés. On voulait que je fasse un film où ça m'aurait coûté de l'argent en tant qu'acteur, mais je savais que ce n'était pas un gros rôle et ça allait me coûter de l'oseille. Et à côté de ça, on m'a proposé d'être cascadeur pendant 4 mois sur Fast and Furious. Donc, j'ai pris le boulot de cascade et donc, elle m'a lâché. Et même avec tout ce que j'ai fait, j'ai essayé d'avoir un nouvel agent en France et les gens ne me répondent même pas. Donc, voilà, c'est pour expliquer aux gens. Et donc, je dis toujours aux gens dans le cinéma, c'est très, très, très difficile de faire un mauvais film. Donc, un bon film et un rôle principal, là, on commence à être dans la 4e dimension, si tu veux. Tu vois. Regarde, la plupart des acteurs français, ils n'ont pas ma gueule. On est bien d'accord. Les mecs, ils ont des portraits robots. Tu regardes n'importe quelle agence à Paris, tous les mecs, ils ont la même tête. Tu vois, plus ou moins, c'est des portraits robots. Moi, j'arrive à un casting, ils me regardent, ils font « Ouh là là, les oreilles, machin, c'est quoi ça ?» Donc, c'est compliqué. Donc, moi, je fais mon petit truc de mon côté. Je fais des petits rôles, de la cascade. Voilà, je vis quand même un rêve de gosse, si tu veux. Tu vois. Alors, j'aimerais faire plus, mais justement, j'essaie de, encore une fois, c'est comme je disais, j'essaie de ne pas me battre et dire « Jess, tu fais quand même des trucs que tu aurais rêvé faire quand tu avais 15 ans. Quoi. Tu te casses la gueule avec des vides diesel, des machins, des trucs. Donc, kiffe, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc il n'y a pas vraiment, c'est quelque chose le cinéma, c'est quelque chose de très individuel. Il faut vraiment vouloir envie de le faire. Quoi. Parce qu'on va dire non, 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 non constamment. On va dire que tu es une merde, on va dire que tu ne sers à rien. Donc, voilà, je dis toujours aux gens, allez sur Internet, il y a des sites sur lesquels tu peux t'enregistrer, faire un peu de figuration, des courts-métrages, renifle un peu ce qui se passe. Si ça te plaît vraiment, lance-toi. Quoi. Mais c'est vraiment compliqué. Et c'est un travail, c'est les gens qui voient qu'il faut travailler, il faut chercher. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a un travail qui est énorme, tu vois. Et la question que je veux te poser, c'est par rapport à ça aussi, c'est que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que par exemple, aux États-Unis, moi, je travaille en moyenne, je vais te dire peut-être 80 heures par semaine, facile. Et quand tu dis ça, c'est vrai qu'en France, les mecs te disent, oh putain, et il n'y a pas de overtime. Hein. Moi, ça n'existe pas, tu vois. Et je pars du principe que si tu veux être acteur, ben, c'est ce que tu as dit, moi, ce n'est pas mon métier, mais je leur souhaite bonne chance. Mais il faut savoir, c'est que il faut qu'ils comprennent qu'il va falloir mettre des heures. Il va en mettre des heures. Et en plus, c'est que du copinage, quoi. C'est-à-dire que c'est que des gens que tu connais. Puis maintenant, tu sais, la façon qu'on faisait des films il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est complètement différent. Les films qui sont à la mode, la façon dont ils sont produits. Là, avec le Covid, on est en train de faire un tout nouveau truc. Les films à 200 millions de dollars, à mon avis, il va y avoir beaucoup moins. Et en fait, même quand un film coûte 200 millions de dollars, mais en fait, 200 millions de dollars ne vont pas dans le film. Là, j'ai travaillé sur une grosse production l'année dernière. Et donc, tu as un des acteurs, il a son coach privé, donc un mec qui est expert en arts martiaux. Le mec, c'était une banane, je t'explique même pas. J'ai vu des vidéos de lui sur Instagram. Il ne sait même pas faire de sparring. Il a créé son propre style avec des coups de coude. Enfin bref, le mec, il est embauché là à plein temps en tant que coach. Il faut introduire ses techniques. Après, un autre acteur, il a son propre coordinateur de cascade à lui particulier qui dit ce qu'il veut faire ou pas faire. Et le mec, il est payé 30 000 par semaine. 30 000 par semaine. Il y a un coordinateur d'action qui en fait était l'ancien assistant du Real. Il y a ça 6 mois, il a cherché des cafés. Maintenant, il est au coordinateur de cascade. Donc, c'est rempli de gens comme ça. C'est pour ça que les films coûtent 200 millions de dollars, tu vois. Et donc, tous ces gens-là, dire oui à toi ou non en tant qu'acteur, c'est en rapport à ce que tu vas leur rapporter, directement ou indirectement. Donc, c'est une bataille non finie. Moi, au début, je ne voulais pas faire de cascade, en fait. Moi, je voulais vraiment être un acteur. Mais en fait, je m'aperçois qu'en fait, le mur, il est tellement haut, quoi, et surtout à mon âge maintenant, avec la tête que j'ai, je sais que ça va être compliqué. Donc, mais même pour tous les gens qui sont ultra connus, moi maintenant, j'ai des amis à moi, je ne vais pas dire les noms parce que je ne fais pas ça pour ça, mais j'ai des amis à moi qui sont connus, qui sont des acteurs très connus mondialement, mais même pour eux, c'est dur en fait. Ils galèrent. C'est-à-dire que des leading men, tu en as 50 à Hollywood. Et ils se battent tous pour les mêmes rôles, tu vois. Il suffit que tu fasses un mauvais film qui sorte en VOD et ta carrière, elle est mise au chiottes directement, tu vois. Donc, même pour eux, c'est compliqué. Tu as des gens, tu as l'impression que c'est des stars qui sont millionnaires, mais en fait, ils vivent sur leur carte de crédit, en fait, tu vois.
Donc, c'est un métier vraiment difficile. Il faut vraiment le vouloir pour vouloir le faire, quoi. Ouais. Bon, heureusement, je donne toujours des petits coups à côté, des machins, et puis je ne suis pas un dépenseur, quoi. Moi, j'ai toujours été intelligent pour mettre de l'argent de côté. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas d'éducation. Je suis arrivé ici en Angleterre, je ne parlais pas la langue. J'étais payé 3 livres de l'heure. Et aujourd'hui, j'ai ma propre maison à moi qui m'appartient. Ouais. Je n'ai pas de crédit. J'ai une belle voiture, ma vie est belle, je suis confortable. Voilà, j'aurais jamais cru que j'aurais. C'est pas extraordinaire, ça n'a pas impressionné énormément de gens. Mais quand tu vois d'où je viens, Oui. moi, quand je vois tous les mecs avec qui j'ai grandi dans mon quartier, ils n'ont pas ma vie. Hein. Ouais. Et tous étaient meilleurs que moi à l'école, avaient une meilleure vie, avaient de meilleurs prospects au début, quoi. Et donc je me dis, ça va, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement Mais d'accord. encore une fois, tu ne peux pas parler des gens quand tu dis tu fais 80 heures par semaine. Et moi, j'arrive à comprendre, je le respecte, tu dis. Mais en fait, tu as des personnes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité, c'est vraiment une mentalité à l'américaine, si tu veux. Tu vois. Ouais. Bosser, il faut toujours aller de l'avant. Déjà, rien de l'éducation américaine, déjà, c'est très compétitif. Il faut être toujours le number one. Si tu es bon en sport, tu vas avoir une bourse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des études, des choses comme ça. Tandis qu'en France, les études, c'est gratuit. Ouais. Tu vois. Aux États-Unis, il faut que tu fasses un crédit pour pouvoir faire des études. Tu vois. Donc Ouais. déjà, c'est une mentalité qui est complètement différente. Alors, est-ce qu'il y a du bon? Oui, ça fait que les gens sont vraiment allés par l'avant. Est-ce qu'il y a du mauvais? Ouais, parce que si tu n'es pas vraiment compétitif ou si tu as certaines lacunes ou des handicaps, quels qu'ils soient, bah, tu es vite laissé vers l'arrière. Donc, il y a du bon et du mauvais aussi pour ça, quoi. Ouais. Mais en France, voilà, c'est encore une mentalité complètement différente. Puis tu vas au Brésil, c'est encore une mentalité différente. Donc, j'avais à comprendre que certaines personnes, ça ne leur parle pas quand tu leur dis que tu fais 80 heures par semaine. Tout à fait. Ouais. Mais tu sais, quand on parle des États-Unis, on en a parlé juste avant l'interview. Là, bon, moi, je te montrais, je t'expliquais ce qui me sont arrivés. Mais j'ai eu une opération chirurgicale de ma poche à moi. Hein, ça m'a coûté 70 000 $. Tu vois? Et ça, les gens ne comprennent pas que. Je vois, il y en a beaucoup qui veulent vivre en Amérique. Je leur dis, l'Amérique, elle a un prix. Hein. Ouais. Tout a un prix. Hein. C'est-à-dire que. Ouais, c'est Hollywood, l'Amérique. Ce que tu vois, ça va être une super belle façade et derrière, c'est du vide. Ouais. Mais c'est comme le MMA. Hein. Moi, je connais beaucoup de Français qui, leur rêve, c'était de partir aux États-Unis pour faire une carrière de MMA. Mais écoute, mec, quand tu crois que tu vas arriver au MMA, que les mecs ils vont te laisser t'entraîner comme ça gratuitement, que ça va être la fête du slip, déjà, si tes personnes. Moi, j'ai vu des combattants français avoir un record, un bon record, arriver au Canada, aux États-Unis, et les mecs, ils disent, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qu'on en a foutu? Et les mecs s'entraînaient avec les gens qui faisaient du loisir. Ouais. Et à un moment, ils voient, s'ils ont confiance en toi, ils vont peut-être venir te prendre, ils vont te tester, ils vont voir si tu es un bon partenaire d'entraînement. Mais si tu veux qu'un mec te tienne les pas hauts, il faut que tu le payes. Si tu veux qu'un mec fasse ton physique, il faut que tu le payes. Bien sûr. Ton coach, tu peux le payer aussi. Bien sûr. Tout a un prix. Donc, ne crois pas que tu vas arriver aux États-Unis, que tu as piqué ton couteau et que voilà, tu vas rentrer dans une guest house, tu vas pouvoir t'entraîner, que ça va être la fête du site. Non. Moi, je dis toujours aux gens, avant d'arriver aux États-Unis, tu as intérêt déjà à avoir une bonne base, un bon record, avoir de bonnes choses. Et peut-être que si tu peux leur rapporter quelque chose, ils vont être un peu plus avec toi. Mais sinon, non. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis la première fois, j'ai eu de la chance parce que Dan Anderson s'entraînait pour combattre Rampage Jackson. Et donc, j'ai pu jouir de sa préparation, en fait. Parce que je m'entraînais, on combattait dans le même événement. Donc, je pouvais m'entraîner en même temps que lui. Donc, ils avaient fait venir tout le monde de Californie. Il y avait tout le monde. Les anciens de l'UFC, de l'actuel de l'UFC et ceux qui allaient signer à l'UFC. Les meilleurs grappleurs, strikers. Donc, j'ai pu m'entraîner avec tout le monde. C'était extraordinaire. Donc, j'ai une préparation de ouf. La deuxième fois que j'y étais, Dan, il ne s'entraînait pas pour un combat. Les mecs, ils s'en battaient les couilles de ma gueule. Hein. Il n'y avait personne à l'entraînement. Il n'y avait personne. Et si tu ne payes pas, les gens s'en foutent. Il y avait déjà une friction entre le manager-entraîneur et certains combattants. Donc, lui qui sentait déjà qu'il allait se barrer, donc il avait déjà fait ses tris avec 6 clés qu'il voulait. Donc, il y avait Timo, Mayhem Miller, ces mecs-là qui mettaient de côté. Et moi, ils s'en battaient les couilles. C'est le Français qui vient ici, on se tape le coquillage. Moi, en plus, je m'entraînais pour me battre face à un top 10 mondial. J'ai eu la plus mauvaise préparation de ma vie. En plus, je me suis tiré le hamstring en faisant une projection. J'étais pas du tout dans le combat psychologiquement et j'ai complètement niqué mon combat, quoi. Et pourtant, je m'étais déjà entraîné là-bas et j'avais gagné, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est pas que j'avais pas fait mes preuves, tu vois. Donc, non, si tu vas aux États-Unis, mec, everything is business là-bas. Tout est business. Il y a peut-être quoi, il y a un peu plus d'un an de ça, j'ai eu deux histoires. J'ai créé Français sont venus s'entraîner dans mon club et j'ai eu 2 gars qui sont venus me voir pour des combats. Il y en a un, mais c'est l'an dernier. Alors, quand il est venu, il devait s'entraîner. J'ai dit, ce qu'on CV, mon nom de combat. J'ai dit, bon, voilà, je te préparais. Exactement ce que tu as dit. Je lui ai dit, c'est tant de l'heure.
Elle me dit, non, mais attends, mais moi, si tu veux, tu me coaches et quand je fais le combat, je suis payé, je pourrais te payer. Je dis, non, non, t'as pas compris. T'as pas compris. Si tu veux que je te coach, c'est tant de l'heure. Et il me dit, non, mais coach-moi bien, je gagne le combat. Je dis, non, je vais t'expliquer quelque chose. Je lui dis, quand je reçois ma facture à payer, je ne vais pas envoyer une lettre au téléphone portable et dire, mais j'entraîne lui, vous m'enlevez ça. Non, ça ne marche pas. Deux, il y a une chose que tu as oubliée, ça se voit que tu es un amateur. Je vais t'entraîner pendant 8 semaines, 10 semaines. Tu vas être au top. Tu arrives au niveau du combat, le boxeur a déclaré forfait, il n'y a pas de combat. Qui c'est qui me paye mes 10 semaines d'entraînement avec toi? Je lui dis, comme tu as dit, business is business. Et ça l'a choqué, tu vois. C'est une mentalité qui est complètement différente. Regarde, en France, déjà, les arts martiaux, c'est pratiquement gratuit. Quand tu payes une licence qui coûte 120 balles toute l'année et tu peux t'entraîner, etc. Donc, déjà, encore une fois, c'est dans la culture. C'est la culture qui est différente. Les gens, ils ont du mal. Même les cotisations qui ne sont pas chères en France, de Muay Thai ou de ce que tu veux, les gens, ils veulent pas payer. Ils n'ont pas d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est différent. Donc, les gens, ils ne comprennent pas. Tu vois. Moi, je vais prendre un autre exemple. Quand j'étais à l'UFC, j'avais les sponsors. Donc, quand un sponsor voulait te sponsoriser pour ton fight, déjà, ils venaient, voilà, ils essaient de dire un petit peu du gringue, tu vois, de mâcher. Ils savaient de toute façon, dès le départ, c'était quoi les tarots. Entre mettre un t-shirt, une casquette et mettre un patch, ils savaient c'est quoi les tarots. Donc, le mec, il n'y a même pas besoin de discuter d'argent. Est-ce que tu voulais sa marque ou pas? Mais le mec, il te parlait, et de toute façon, que tu dises oui ou non, les mecs, ils t'amènent un carton. Bim! Ils essaient tu vois, d'amadouer, tu vois. Ouais. Et si tu dis oui, le mec, ils disent passe à la warehouse, prends ce que tu veux, et les mecs vont te payer, ils savent les tarots. Ouais. Donc voilà, je viens en France, un mec vient me voir, il fait « Ah, salut Jess, super fan, écoute, là j'ai une marque, moi que je commence à me lancer, voilà, c'est mon t-shirt, voilà, cadeau. » Je écoute, merci. Il fait « Écoute, tu peux pas le mettre là pour que je prenne une photo pour mon site internet Ouais, j'ai pas pu dire non parce que je comprends que le mec, je me dis, mais les entraînements, moi, tout ça, c'est-à-dire si je fais des trucs gratuits, moi je peux plus payer. Je peux plus payer, je peux plus faire mes préparations. Donc, tu vois, mais en France, ils ne comprennent pas, en fait. Je veux dire, c'est une mentalité, encore une fois, qui est différente. Alors, moi, je ne dis pas qu'aux États-Unis, tout est beau. Encore une fois, je suis parti vivre aux États-Unis, comme je te l'ai dit. Mais moi, justement, je pense que j'apprécie certaines de ces choses. Mais justement, je pense qu'on est trop dans l'extrême. C'est un peu marche ou crève, en fait. Ouais. Tu vois, moi ça, c'était une chose qui me paraissait un peu bizarre. Et puis, hi, how are you? Alors, à un moment, ça me casse la tête. Tu vois, je disais, c'était too much pour moi. Et donc, quand je suis venu en Angleterre, j'avais l'impression que c'était un bon mélange des deux, en fait. Ici, j'avais des opportunités de faire plein de choses, mais ça restait européen, avec une culture européenne, une architecture européenne. Ça aussi, ça me manquait énormément. Moi, je suis amoureux de l'architecture européenne, donc ça me manquait, tu vois. Les balls, etc., moi, j'en pouvais plus. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici en Angleterre, parce que voilà, je trouvais cette facilité. Et pareil, c'est des pays qui sont beaucoup moins administratifs qu'en France, par exemple, où tu peux facilement ouvrir un club, donner des cours, etc. Moi, ce que je fais ici, ce que j'ai fait pendant 20 ans, je n'aurais pas pu le faire en France. En fait. Moi, si demain, je vais en France donner des cours de MMA, les mecs ils me disent tu ne peux pas donner des cours de MMA. Et même la Fédération française de boxe, ils ne vont pas me donner un diplôme si tu veux. Ils vont les donner à Jean-Patrick qui a fait un stage de 2 semaines, mais ils ne vont pas le donner à moi. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé plus de facilité ici en Angleterre, mais pour moi, les États-Unis, en tous les cas, j'arrive à comprendre que ce n'est pas pour tout le monde. Et même moi, qui ai la rage, etc., il y avait plein de choses qui me disaient c'est un peu too much, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, même si pour moi, qui a fait beaucoup de choses, je préviens les gens, ce n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Ah non, l'Amérique. Et même moi, tu vois, après 25 ans que j'habite ici, je le dis, c'est que je ne finirai pas ma vie aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Je me donne quelques années de plus là. Et puis après, bon, moi, ma maison, je suis content. Je suis financièrement indépendant. C'est-à-dire que ma maison, je peux la vendre plus d'1 million d'euros. J'ai de quoi vivre tranquille parce que ma maison est payée. Mais je ne finirai pas ma vie aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, bon, 25 ans, oui, je travaille, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. Maintenant, je cherche d'autres choses. Tu vois, c'est pas. C'est bien. Pour moi, les États-Unis, c'est bien quand tu démarres, que tu as faim, que tu as envie de réussir. Mais après, tu arrives, quand tu passes à 40, 50 ans, tu commences à te remettre en question et tu t'aperçois qu'en fait, ben, tu n'as plus besoin de ça. C'est bien pour les petits jeunes, mais après, ce n'est pas bien pour te poser. Quoi. Tu vois. Et après, une dernière chose, je veux dire, quand je parlais des boxeurs MMA, ça fait plusieurs années ça, il y a un mec qui était venu, il voulait se faire préparer par mon club. Alors, je lui ai dit, écoute, tu vas t'entraîner, on démarre lundi, on démarre les préparations compétition, tu vas t'entraîner donc comme un boxeur. Bon, moi, je suis quand même assez fanatique, je suis pas mentalement retardé, mais c'est que moi, mes boxeurs, je leur demande une chose, c'est qu'à 4 h du matin, il faut qu'ils aillent courir. 4 h du matin, parce que mentalement, je veux les casser mentalement pour voir s'ils sont sérieux ou pas. Et donc, j'ai 4 h du matin, tu cours avec mon équipe de boxeurs. Lundi, on arrive, je demande à un boxeur, il est venu, il n'était pas là. Donc, il est arrivé en journée, je lui dis, où est-ce que c'était ce matin? Ouais, j'ai un problème, je lui dis, tu dégages, ça ne m'intéresse même pas. Ouais, mais tu ne peux pas faire une petite chose. Qu'est-ce qui me dit que tu vas faire une grande chose?
Je te demande une petite, je n'arrive même pas à la faire. Alors laisse tomber, trouver un autre club. Et ça l'a choqué, c'était un Français, ça l'a choqué. Il est parti en disant, ouais, t'es un con. J'ai dit, ben, tu vas te faire enculer, qu'est-ce que je te dise. Les gars ne comprenaient pas, petite chose. Alors, tu vois, c'est ma façon de penser parce que je suis un peu trop à l'extrême. C'est comme je suis moi, tu Mais vois. après, tu sais, il y a encore une autre chose que je veux parler seulement. En fait, il y a plein de choses que je voulais parler avec toi qu'on n'a pas abordées, comme par exemple les videurs, parce que c'est quelque chose que j'avais pensé. Beaucoup de gens, justement, ils aiment se faire des films en disant qu'ils étaient videurs. Quand en fait, bon voilà, mais c'était une autre chose. Mais vu qu'on parle de ça, on va continuer de parler de ça. Une chose que les gens, il faut qu'ils se disent, la grande majorité des boxeurs, que ce soit la boxe anglaise, le pied-point, le MMA, etc., les gens, les techniques les plus importantes qu'ils ont appris, c'est dans des petits clubs. Des petits clubs où justement le professeur, il a vraiment envie qu'ils deviennent bons. C'est celui qui les a fait suer, c'est celui qui leur a fait mal physiquement, mentalement, qui leur a fait faire des choses comme toi, tu fais faire à tes boxeurs. C'est lui qui va t'apprendre tous les b.a.-ba de la boxe, mentalement, physiquement, techniquement, etc. Et par la suite, ce qui se passe, c'est que beaucoup de boxeurs commencent à prendre du galon, prendre de l'ego, et généralement, ils commencent à s'entourer d'équipes de mecs qui vont prendre la gloire, mais qui en fait leur ont appris rien du tout. Tout à fait. Et beaucoup de gens sont attirés par ces clubs parce qu'ils se disent en fait, tous ces mecs qui s'entraînent dans ces clubs-là, en fait, le club va être super bon. En fait, non, tout ce que le club fait, c'est de récupérer des boxeurs et le travail d'autres personnes. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. Et en fait, tu as beaucoup de gens, ils préfèrent aller même très tôt dans leur carrière, en fait, ils font du tourisme, en fait. Ils vont dans ces clubs-là pour faire, pour s'amuser avec du sparring. Ils s'entraînent quand même correctement, si tu veux. Mais ils ne vont pas au challenge, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme les gens qui vont dans les vrais camps en Thaïlande et tous ceux qui vont dans des camps de tourisme entre aller se faire tripoter la nouille et s'entraîner un peu l'après-midi. Tu vois ce que je veux dire. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Mais tu vois, quand tu parles en Thaïlande, c'est ça. En Thaïlande, j'en parle avec Dany, moi. C'est vrai qu'en Thaïlande, peut-être, tu vois quoi, dans toute la Thaïlande, tu as peut-être 15-20 clubs maintenant qui tiennent la route. Après, tout le reste, c'est surtout du fitness, quoi. Moi, je ne vais pas dire des noms, mais tu as des clubs qui sont super connus. Tu vas là-bas, tu as conditionnement, massage, yoga, MMA, fitness, muay thai, boxing. Les chambres, elles sont air conditionnées, tout ça. Moi, je suis parti en Thaïlande fin 80. Dans le camp où j'étais, on n'avait pas l'air conditionné. On dormait sur le ring avec la moustiquaire. Et puis, c'était différent. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu plus un business, quoi. Et quand tu parles des portiers, c'est ça. Mais disons les choses, le Tiger Muay Thai, ça reste quand même un truc de touriste, quoi. Alors, tu peux quand même trouver du bon sparring là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont. Et maintenant, en fait, c'est dirigé par des Russes. Moi, j'étais au Tiger Muay Thai en 2006, avant que ça commence à exploser. Ouais. Tu vois, il n'y avait encore rien. Tu vois, j'y étais en 2006. Mais maintenant, moi, on m'a dit que dans la rue, maintenant, il y a plein de camps en fait, qui sont montés. Et tu as même une pharmacie qui vend des stéroïdes dans la même rue à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Mais il reste quand même, tu as quand même des bons sparring là-bas, tu vois. Mais c'est pas vraiment une structure. Il y a beaucoup de touristes en fait. La grande majorité des gens qui vont là-bas, c'est pour faire du tourisme, pour acheter un t-shirt, etc. Quoi. Mais tu as quand même des mecs qui sont relativement bons, tu vois. T'as quand même des mecs qui sont bons. Mais moi, ce que je me rappelle quand j'ai vu ton interview avec Zetoun, il disait qu'en étant en Thaïlande, les mecs, ils font sauter à la corde pendant 45 minutes. Tu vois, on en revient à ce que tu disais. C'est comme toi qui demande à tes mecs qui fassent du footing. Est-ce qu'il a réellement besoin de faire 45 minutes de corde? Non, mais c'est déjà pour le tester dans la tête pour savoir s'il a vraiment la dalle ou pas, quoi. Tout à fait. Parce que quand tu as envie, tu le fais, quoi. Il y a une différence entre vouloir devenir et devenir, quoi. Ils veulent tous être acteurs comme toi. Hein. Ils veulent tous être cascadeurs, ils veulent tous champions du MMA. Mais par contre, c'est quand j'explique aux gens, moi, je leur coach, je leur dis, si tu veux être comme lui, il faut faire ce qu'il a fait. Tout simplement. Et si tu ne fais pas ce qu'il a fait, tu n'arriveras pas. Alors, les mecs, c'est vrai que… Tout le monde veut devenir Conor McGregor, mais en fait, ce qu'ils veulent, s'ils veulent la fame de Conor McGregor, ils veulent l'argent de Conor McGregor, ils veulent les putes de Conor McGregor, mais ils ne veulent pas faire ce que Conor McGregor a fait. C'est-à-dire dans son petit club là-bas en Irlande, qui pue la chaussette, hein, ça pue la merde son club. Moi, je connais plein de gens qui sont été là-bas. C'est pas un club clean, hein, c'est vraiment… Il fait froid. Bon, il a peut-être aménagé un petit peu plus de pluie, mais c'est vraiment, il faut vouloir, quoi. Puis en Irlande, là-bas, il pleut tout le temps, il fait triste, etc. Donc, ça, par contre, tout ça, les gens ne veulent pas faire. Ah ben non, parce que tu sais que des coups de poing dans la gueule, il en a pris avant de devenir aussi bon qu'il l'est. Mais non, tout ce que les gens voient, c'est la fame. Ils sont attirés que par ça. En fait. C'est ça. Mais tu viens d'Angleterre, quand tu parles en bodybuilding, tu as Dorian Yates. Dorian Yates qui a été Mister Olympia. Quand tu vois le club central à Birmingham, apparemment, c'est dans les escaliers, en bas des escaliers, ça pue la mer, etc. Mais c'est là que tu fais des champions, quoi. Tu ne fais pas des champions avec du coton, c'est pas possible.
Et tu vois, quand on parlait plus tôt de tes oreilles, à Huntington Beach, quand j'entraînais, alors là, ça remonte un moment, quand j'entraînais Razor Rob, donc ça remonte à 2004-2005, j'avais des jeunes en dehors du club, en fait. Je les voyais assis avec les mains se tourner les oreilles. Ils appuyaient sur les oreilles comme ça, là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, I want to have cauliflower. Je lui dis, tu vois les oreilles de chauffeur, mais pourquoi? Il me dit comme ça, I will look like an MMA fighter. Je vais ressembler à un combattant MMA. Je dis, mais pauvre con, c'est un truc que tu gagnes, ça. C'est pas quelque chose que tu te fais toi-même. Va faire des heures et des heures en wrestling, en jiu-jitsu, mais c'est pas quelque chose que tu vas te faire toi-même. Et donc, c'est le look, tu vois. Ils veulent se faire ça avec le look. Et c'est aussi, C'est pour ça, c'est encore un truc que j'ai oublié de dire au début de notre conversation. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je ne veux pas taper, encore une fois, je le répète, pas sur la défense ou quoi que ce soit, c'est juste sur des individus. Mais en fait, des charlatans, tu en as dans la défense, bien entendu, mais tu en as aussi dans la boxe, tu en as dans bien le sûr, MMA, tu en as partout. bien Des sûr. charlatans, il y en a dans toute discipline, quoi. Alors, on en parle peut-être un petit peu moins, mais des charlatans, enfin, même dans la boxe anglaise, enfin, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit. Tu as beaucoup d'entraîneurs qui sont mondialement connus, mais en fait, ces mondialeurs, ces entraîneurs, c'est des chaperons, ils n'ont jamais entraîné qui que Tout ce à soit fait. en boxe. C'est juste des mecs qui ont récupéré des poulains vers la fin de leur carrière. Quand les mecs, ils ont des égos démesurés, qui veulent des yes men autour d'eux, et Tout à les mecs fait. se sont fait de l'oseille et une réputation autour de ça. Mais à aucun moment, ils ont entraîné un mec depuis tout gamin ou qui leur Tout ont à appris les fait. bases, tu vois. Tout à Donc, fait. il y a beaucoup de. Est-ce que tu connais Phil Nurse? Non, C'est non. un Anglais qui fait du Muay Thai. En Angleterre ou aux États-Unis? Il est à New York. Non, je ne connais pas. Non, je crois que c'est Phil Nurse qui s'appelle. Justement, c'est ça que ça me fait penser à ça, parce que moi, Phil Nurse, c'est un mec qui faisait du Muay Thai en Angleterre, je n'ai jamais entendu parler. Et du jour au lendemain, parce que Georges Saint-Pierre allait s'entraîner régulièrement à New York chez Rezo Gracie en jiu-jitsu. Et je pense qu'il devait chercher un petit club de Muay Thai, tu vois, pour faire du striking. Il a Ouais. commencé à s'entraîner avec ce mec, Phil Nurse, qui on n'a jamais entendu parler de lui. Il a un petit studio VIP à New York. Et Ouais. tout d'un coup, il se retrouve dans le coin de Georges Saint-Pierre, dans le coin de John Jones. Et tout d'un coup, le mec, c'est devenu le super coach de striking. Mais avant ça, personne n'en a entendu parler, quoi. C'est Ouais. juste, en fait, le mec, il a tenu les paroles de Saint-Pierre. Il a dit, ah ouais, ça serait bien que tu mettes un coup de coude comme ça s'arrête là, quoi. Mais le Ouais. mec, du jour au lendemain, il est toujours dans les coins, des posters, des interviews, des machins. Et tout d'un coup, c'est devenu Monsieur Striking, quoi, du jour au lendemain comme ça, quoi. Ouais. Donc, il faut faire attention aussi de tout ce qui est médias, etc. Tu sais que dans le monde du MMA en France, au début, c'était vraiment petit et tout le monde se connaissait et tout le monde s'entraînait, en fait. En France, moi, j'étais un petit peu à l'extérieur, donc j'étais en Angleterre, donc j'ai toujours fait un petit peu mon truc de côté. Et pas que moi, même les mecs de province, par exemple les Chiavo, les Rixio, etc., vu qu'ils sont en province, c'est Ouais. aussi un peu comme si c'était à l'étranger, c'est un peu comme s'ils n'existaient pas, malheureusement. Ouais. C'est Paris et que Paris, tu vois, c'est toujours comme ça. Et tout le monde s'entraînait ensemble. Et le jour qu'il a commencé à y avoir des médias, c'est-à-dire des sites internet et des magazines, c'est là qu'il a commencé à y avoir des guerres entre tout le monde et ça a explosé. Ouais. Parce que c'est à celui qui allait avoir le plus de médias, de machins, de trucs. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois, c'est pas ceux qui sont dans les médias qui sont nécessairement les meilleurs. Tout à C'est fait. ceux que simplement que les médias, ça les intéresse. Point barre. Ouais. Et Moi, je me rappelle à l'époque, le patron de Fight Sport faisait des parties de poker le vendredi soir avec certains coachs et certains entraîneurs. Et donc, tous ces mecs-là, ils étaient toujours dans les magazines. Et tu as l'impression que tous ces mecs-là, c'est des tueurs à gages. Et je me rappelle, c'est ça qui a fait exploser un peu tout dans le MMA à une époque. C'est-à-dire qu'il y avait une Coupe du Monde de foot. Ils avaient pris la photo de l'équipe de France de foot. Ils avaient remplacé la tête avec tous les combattants de MMA et ce qui se considérait être l'équipe de France de MMA. Ah ouais, ouais. Et j'ai envie de te dire que 80% de ces mecs qui étaient sur cette photo, et ça a créé beaucoup de conflits en fait. Tout à Mais fait. 80% des mecs qui étaient sur cette photo, ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Ils ont disparu. Mais très Parce souvent, qu'en fait, c'est que du copinage, du machin, du truc, quoi. mais ils s'aident entre eux, en fait. Ils s'aident entre eux. Par exemple, quand moi, Rezo Rob, il a combattu pour le titre WEC, mais je n'étais pas dans son coin, pas simplement parce qu'il a choisi d'avoir son coin, son sponsor et un copain très proche à lui. Alors que moi, j'étais son coach depuis plus de 13 ans. Mais là, c'était pour le titre, il fallait son sponsor dans son coin. Et c'est pour ça que j'ai arrêté l'entraîner. Mais après, ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que moi, je vois surtout en Orange County, je peux dire le nom, hein. Il y a un club qui s'appelle Kings of MMA, et l'entraîneur Kings of MMA, que je connais, il est devenu populaire, pas parce que c'est un passé combattant, c'est tout simplement parce que les Brésiliens s'entraînent entre eux. Ils vont s'entraîner chez lui. Donc, il est dans son coin, dans son gym, il a eu Vanderlei Silva, il a eu Shogun, qui vient dans son club. Et lui, il s'est pas servi, mais en fait, comme ces mecs sont dans son club, on l'a propulsé en tant que meilleur entraîneur. Tu vois?
Alors que quand tu vas dans son CV, c'est sur son site internet, il est ceinture noire de Muay Thai. On a un problème. On a un problème déjà là. Et moi, je dis, si le savent en Orange County, je suis le seul qui. Je dis, on a un problème quand même. Le gars, il est ceinture noire de Muay Thai. Il faut qu'on Ça va être difficile d'avoir cet argument avec tout le monde parce qu'en fait, il est tellement reconnu en tant qu'entraîneur. En plus, il faisait partie de la shootbox, donc ça fait très longtemps. Il a combattu, je crois qu'il a 2 combats en MMA, quelque chose comme ça. Je crois qu'il s'était pris une clé de genou par Rumina Sato, d'ailleurs, à l'époque, je crois. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est même pas du vrai Muay Thai. C'est du Muay Thai à la brésilienne. C'est entre du taekwondo et ce que tu veux. Enfin, c'est une boxe dégueulasse, des coups de pied agressifs. Et en fait, quand il est parti là-bas, il avait Vanderlei avec lui. Et c'est vrai qu'il a été judicieux, il avait une réputation. Et en plus, les mecs là-bas, ils se cognent dessus. Quoi. Il y a beaucoup de mecs qui sont pris des KO, qui sont fait des blessures, etc. Donc, c'est vraiment à l'ancienne, à la brésilienne. Quoi. Mais vu que c'est relativement pratique, c'est Orange County, etc. Donc, beaucoup de gens ont été là-bas. Mais même moi, en fait, le mec, il tenait les PAO à, comment il s'appelle, à Mike Tyson avant sa préparation. Mais en fait, mais quand tu le vois, il ne sait même pas tenir les PAO. Exactement, en fait. Exactement. Et il ne tenait pas où, il a peur, il recule. Mais là, à ce moment-là, tu vois, tout le monde va nous prendre pour des fous, quoi. Mais c'est qui ces 2 mecs, c'est n'importe quoi. L'autre, il s'est fait casser la gueule UFC, lui, c'est personne. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui savent aujourd'hui avoir des bases. Des bases, normalement, c'est ce qui. Je me rappelle, à une époque, avoir les bases, c'était minimum. Aujourd'hui, si tu as les bases, tu parais extraordinaire. La grande majorité des gens que je vois n'ont même pas les bases. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et c'est dur d'avoir cet argument parce que personne ne va nous croire. Là, en ce moment-là, avec ce qu'on vient de dire, les gens, ils nous prennent pour des charlatans. Ah non, mais c'est sûr, mais j'en suis convaincu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une différence entre tenir les PAO et travailler les PAO. Tu vois, il y a une différence entre frapper au sac et travailler au sac. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas parce qu'il faut être du milieu pour le comprendre. Quand tu vois John Jones, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo, c'est la seule vidéo que j'ai pu avoir, elle a été filmée sur le côté. John Jones, j'ai entraîné à Albuquerque. Après, il est venu dans une venue où j'ai entraîné, qui est entraîné quand même par Weekend Jones et comment il s'appelle putain, je mets son deuxième coach. Greg Jackson. Dans la vidéo, Jones le dit bien, ces mecs qui mettent Jean Carré ou John Jones, je lui tiens les PAO, il le dit noir sur blanc, il le dit, ce gars-là doit m'enseigner le Muay Thai. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais dans ce coin avec ça? Et j'ai appris par la suite qu'on a dit, dans l'entourage Johnson, Winkle Jones a dit, tenez le français loin de Jones. Parce qu'ils avaient peur de faire loisir. Et je suis qu'un entraîneur de Muay Thai, mais je ne fais que du Muay Thai. Et ce qu'on vient de dire, c'est ça, c'est que les mecs, ils ont réussi par association et par connexion. Non, là, c'est l'agression. Après, il faut remettre les choses. Pour remettre les choses, moi, j'encourage les gens à regarder sur l'Internet. Je ne me souviens plus vraiment du nom, mais je crois que c'est un club aux États-Unis. Je crois qu'ils sont à Vegas. Et ça s'appelle CSW ou CSA ou un truc comme ça. Le coach, c'est un Américain assez costaud avec un goatee, etc. CSA. Et tous leurs élèves sont super propres, super clean. Il a beaucoup de femmes combattantes d'ailleurs, et toutes ont une super belle boxe, c'est clean, ils savent bien boxer, ils allongent bien les bras, etc. Leurs coups de pied sont techniques, ils savent vraiment, ils changent de garde. Je prends vraiment de plaisir à les regarder, lui tenir les PAO et voir ses élèves. Ils sont vraiment de qualité, quoi. Hommes et femmes. L'un de ses élèves a gagné, je crois, au Bellator avec un super coup de coude retourné. C'est vraiment un bon prof et moi, j'aime vraiment leur style. Et pourtant, ils ne sont pas vraiment connus. Pourtant, ils ne sont pas super connus, quoi. Non, ils sont moins connus que Cordero et Kings MMA, tu vois. Mais techniquement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, je suis d'accord avec toi. Et bien, tu vois, Jess, ça fait… Vas-y. Non, mais je t'écoute. Non, mais encore une fois, j'allais dire, tous les médias, même aujourd'hui en France, les gens qui sont certaines personnes qui sont les soi-disant porte-parole du MMA en France, qui se permettent en plus de parler des autres, tu regardes et tu dis, mais pourquoi tu parles, quoi? Mais voilà, mais encore une fois, ils sont mis en avant devant les écrans, donc les gens pensent que voilà, ils connaissent tout. Donc, tu sais, les gens, aussitôt que tu passes à la télé, pour eux, c'est crédible. Ceux que tu passes à la télé, dans les magazines, c'est vrai. Donc après, tu as beau leur dire n'importe quoi, ils ont du mal à avoir du recul, si tu veux. Ouais. En France, moi, je ne vais pas dire de nom parce que j'ai assez d'ennemis sur moi déjà. Mais c'est vrai qu'en France, tu as quand même écrit un livre sur le MMA.
Il a un club, je sais qu'il fait partie dans la communauté MMA et le gars, il n'a jamais boxé, il n'a jamais formé aucun champion et pourtant, il est dans le mainstream MMA, il est une référence. Et là, je me dis, on a un problème quand même. Tu vois, donc… Moi, j'ai eu un gars comme ça, pareil, où j'ai eu un coup de gueule. D'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que cette personne, je la connais de nulle part, parce que nous, on se connaît tous, en fait. Moi, Ouais. Cyril, tous ces… on est tous de la même génération. En fait, tu as eu la première génération de MMA, c'était Konyam, Nicour, tu vois, qui ont boxé un petit peu à droite à gauche. Et après, il y a eu nous, où on a commencé la première génération de professionnels qui combattaient régulièrement, professionnellement, internationalement, etc. Et donc, il y avait moi, il y avait Diabaté, il y avait… comment il s'appelle, Moïse Rimbaud, il y avait Antoine Réal, il y avait les Chiabo, il y avait… Enfin bref. Et donc, tout le monde se connaît en fait. Et tu as un mec qui arrive de nulle part qui dit non, mais moi je fais du MMA depuis 96, je fais ci, je fais ça. Et je lui dis, mais qui est ce mec en fait? Ouais. Et le mec, il commence à faire des thèses, des synthèses, et il prend les gens de haut en plus. Et je me dis, mais qui c'est ce mec quoi, tu vois? Et moi, je ne suis pas un mec qui aime aller tu vois, à la bagarre. Tu vois. Moi, dire de la merde sur Internet, bon là, on a une discussion entre nous et voilà. Mais moi, j'aime pas aller parce que, encore une fois, parce que j'ai été cogné par mon père et j'aime pas cette atmosphère. Je me rappelle quand mon père rentre à la maison, d'avoir peur de si elle est rentrée dans ma chambre. Je préférais qu'il rentre dans ma chambre, qu'il me casse la gueule que d'attendre, d'appréhender comme ça. Ouais. Et ça m'est resté. Et moi, j'aime pas justement quand ça dit de la merde sur Internet, que les gens s'insultent et que ça. Moi, je préfère, tu sais quoi, on a un problème, on vient, on y va aux mains. Tu vois, je préfère ça. Tu vois. C'est pour ça que je n'aime pas justement rentrer dans des conflits comme ça parce que ça fait touche pipi sur Internet et ça raconte des conneries sur les vidéos. Et moi, ça m'énerve. Il y a un combattant français qui a essayé une fois de faire ça. Je lui ai dit, écoute, Coco, on fait ça, on règle l'histoire tout de suite. Et il a chié dans son froc, il est parti vivre en Asie. Donc, voilà. Moi, j'aime pas justement faire ce genre de truc, tu veux dire de la merde et tout ça sur Internet. Mais voilà. Il y en a quand même, ils exagèrent. Quoi. Il y en a, tu sais, qui viennent de nulle part. Il y en a plus d'un, j'ai envie de remettre les pendules à l'heure, mais je me dis, je ne veux pas partir dans ce truc-là parce qu'en fait, ça va plus m'énerver et me faire mal que de résoudre quoi que ce soit. En fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais tu vois, Jess, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Oh putain, tu vois, le temps est passé. Qui va écouter ça? Ils ont intérêt d'écouter. Quoi. Au lieu de regarder un film, regarder des choses de vrai. Quoi. Et ce que je veux dire, Jess, avant qu'on finisse, est-ce que tu as une chose que tu voudrais rajouter? Non, pas particulièrement. On aurait pu, je veux dire, il y a tellement de sujets qu'on aurait pu parler, mais bon, déjà 2 heures, c'est énorme. Dans ces 2 heures, je suis sûr qu'il y a déjà pas mal de gens qui vont prendre des petits morceaux pour pouvoir faire leurs pommes de terre dessus et nous critiquer. Bon, c'est la vie. C'est le problème quand tu commences à donner ton opinion, tu t'ouvres à des critiques. C'est ça le vrai problème. Au moins, moi, j'ai le truc de dire que j'ai fait du concret, quoi. Ouais. J'ai des victoires, j'ai des défaites aussi, mais justement, c'est ça qui fait qu'un combattant, c'est pour ça que tu dois le respecter. C'est justement d'aller au-delà de sa peur et d'aller au risque tout en sachant qu'il va perdre et que les gens pourront. Parce qu'il y en a, ils n'attendent que ça, en fait. Ils sont sur la touche, ils attendent qu'une chose, c'est que tu perdes pour aller contre toi. Ils disent, t'as vu, en fait, il n'est pas si. Et en fait, c'est ça que la plupart des boxeurs ont peur, en fait, de ces gens-là, en fait. De prendre le risque. C'est pas l'adversaire, c'est pas tout ça. C'est de prendre le risque d'aller vers l'avant, de ne pas pouvoir faire une bonne performance et d'être la honte et qu'on puisse dire, qu'en fait, juste de monter sur le ring, que tu sois professionnel, voire amateur à tous les niveaux, même si c'est du semi-contact, rien de déjà de monter sur un ring ou monter sur un tatami, ça demande énormément de courage. Donc, voilà, moi je dis bravo à tous ces artistes martiaux qui font ça pour les vraies raisons, qui sont passionnés d'arts martiaux, quel que soit le style que vous faites. Encore une fois, même des arts martiaux artistiques, ce que vous voulez. Moi, encore une fois, j'adore tous les arts martiaux. Mais voilà, respectez les gens qu'il faut respecter les gens qui prennent des risques et avant tout, arrêtez de vous inventer des vies. Quoi. Et si vous inventez des vies, vous inventez pas des vies au coût de ceux qui font les choses pour le vrai. Ouais. Eh bien, c'était le mot de la fin de Jess. Jess, en tout cas, honnêtement, un réel plaisir de t'avoir eu. Comme je dis à ceux que j'invite, et c'est jamais des paroles en l'air, quand le Covid est fini, parce qu'au moment le Covid, je m'en mets un peu les couilles, tu sais, je ne vais pas entrer dans le débat du sujet, mais bon, ça m'énerve. Quand tu es ici, pour le travail, ou même si tu veux venir passer des vacances ici, tu es les bienvenus chez moi, Laurent Canty. C'est quand tu veux, ce n'est pas une offre en l'air. J'ai reçu par exemple, Jonathan Lopez, j'ai reçu Dany, j'ai reçu chez moi, j'ai reçu Christophe Richard, j'ai reçu pas mal de monde, ils viennent chez moi, je m'en occupe, ce n'est pas les paroles en l'air. Tu es les bienvenus ici quand tu veux. Tu as la famille, tu viens à la famille, j'ai de la place. Ça sera vraiment un réel plaisir. Si moi, je viens en Angleterre, je t'appellerai avant, mais je viendrai te dire bonjour. Ça, c'est sûr et certain.
Et, euh, et, puis, euh, et puis, en tout cas, je veux te remercier énormément, énormément de ton temps. Ça me fait énormément plaisir hein, parce que tu n'étais pas obligé. Et puis, Mhm. moi, Bah, ouais. on a Mais eu surtout, j'avais envie parce que voilà, moi j'ai découvert tes vidéos récemment. Encore une fois, ça me faisait rigoler. J'aime bien justement les gens qui sont passionnés. J'ai trouvé encore une fois qu'on avait beaucoup de choses en commun. Donc, moi, on me demande souvent de faire des podcasts et des fois, bon, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Je dis toujours les histoires. Donc, des fois, je fais non, mais les mecs, je ne veux pas faire de podcast pour le moment. Attendez que j'ai des actualités, etc. Certains comprennent, certains ne comprennent pas. Bon, ouais, peu importe. Mais moi, je trouvais ça marrant justement de discuter de tout ça. Et voilà, de personnes qui ont voilà, une certaine affinité. Parce que j'ai l'impression de te connaître sans même te connaître. En fait. Ouais, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Mais tu sais, en tout cas, moi, quand j'ai vu les chiens derrière, déjà, de suite, c'est bon. Les gens qui aiment les chiens, pour moi, déjà, c'est des bons gars. Déjà, clair et net, quoi. Mais en tout cas, Jess, un réel plaisir hein, de t'avoir eu. Et puis, on se tient au courant, on ne se lâche pas. Je t'enverrai. Ah, est-ce que tu veux que les gens, qu'est-ce que tu veux que je partage comme information? Un club ou les gens qui veulent travailler avec toi? Est-ce que tu peux le dire sur la vidéo et ça sera rajouté en dessous de YouTube, le lien? Bon, les gens peuvent voilà, me trouver sur Instagram à jesslelin. C'est tout. Point barre. J'ai Donc, rien d'autre à voir. on met. Ah, c'est bien ce que tu dis, tu vois. Moi, c'est pas ma vidéo YouTube. Tu sais, très souvent, on dit, bon, à la fin, non, moi, je ne vends rien du tout. Je gagne que dalle. Là, j'ai mis des publicités sur la vidéo parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réverser les profits tu sais, sur des pompiers, des gendarmes, des policiers, des militaires pour aider des familles, tu vois. Et c'est ça que je vais faire. Ça, mais je ne fais pas pour l'argent. J'ai rien à vendre. Putain, quelle tête, quoi. Oh là 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 là. Ah, j'adore, quoi. C'est une J'adore. boule de nerfs. Elle a tellement d'énergie, c'est un truc de ouf. Avec elle, je me kiffe pour les niveau des entraînements. Ah, putain. Et c'est quoi comme race, ça? En fait, c'est une rescue, tu vois. Moi, je l'ai eu en fait parce qu'elle a été abandonnée. Et moi, j'ai toujours eu des staffies. Donc, j'avais un staffy avant pendant 17 ans. Et elle est mélangée avec staffy, avec je ne sais pas quoi, en fait. Ouais. Putain, regarde ça, quoi. Oh là là. Mais tu vois, les Et le chiens. matin, avec une boule de nerfs, elle court partout, etc. Et arrivé 19h, à descendre le bouton en bas et elle vient calme comme ça. Regarde ça, quoi. Attends, tiens. Baby, can you ask Legend to come, please? Tu vois, regarde. Chez moi, regarde. Comme quoi, je respecte mes chiens. En haut, là, c'est tout ce que j'ai Ah perdu. ouais. Tout ce que j'ai perdu, qu'ils sont toujours là, tu vois. Et là, je vais te montrer. Legend, come here. Viens voir. Legend, come here. Come here. Come here. Come here. Tu sais, il est feignant, quoi. Come here. Come here. Dis bonjour. Come here. Come here. Hey, Legend, come here. Come here. Feignant. Viens. Voilà. Ah, t'es un vrai chou, quoi. T'es un vrai chou. Oh, oui, mais tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Allez, dégage. Ah oui, je sais. Voilà, quoi. Eh bien, écoute, Jess, on se tient au courant. Et puis, je te dis Cool. quand la vidéo sort. Merci pour ton temps, j'apprécie vraiment. Et je me permets de te faire, comme je suis de Toulouse, la grosse bise. Merci. Ciao. À la prochaine.